Bah oui, être premier, y a que ça. Être second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir LA liste ultime du cinéma. Pour m'accompagner dans cette épreuve, j'ai à côté de moi le meilleur chasseur de nazis de Haute-Savoie. J'ai nommé Stéphane Boulet, alias Plugin Baby. Artung Baby, comment ça va ? Eh ben écoute, bonjour Daniel, bonjour à tous. Ça va bien, ce sont les vacances, donc forcément, moi ça va bien. Ah oui, c'est vrai que t'es en vacances, toi. Eh oui. Est-ce que tu profites ? Écoute, pas tant que ça, parce que j'ai paradoxalement une tonne de boulot, donc tu vois, on essaye de faire tant bien que mal ce qu'il faut. Donc je profite pas tant que ça, mais bon, c'est... Donc des projets cachés ? Des projets cachés, Daniel. Exactement. J'adore quand tu dis ça, parce que j'imagine en train de frotter les mains. C'est ça. Exactement. Et bon, moi je suis Daniel Andrieff, Caméra Robotique sur Twitter, et donc vous êtes en train d'écouter Super Ciné Battle, épisode 44. Juste un petit mot, je voulais juste revenir sur ce petit bon moment que j'ai passé au festival Court-Métrange. Est-ce que tu en as entendu parler ? Bah écoute, j'ai entendu parler vu que tu m'en as parlé. Voilà, tout simplement. C'est le festival de court-métrage, et il y en avait vraiment des super, j'espère pouvoir t'en montrer dès qu'ils seront disponibles. Il y en a des vraiment sacrément barrés. Il y en a un où il y avait John Carpenter lui-même qui fait un caméo. Oh la vache. Et qui utilise en plus les musiques de John Carpenter de son dernier album, tu sais. Oh la vache. Les soundtracks. C'était vraiment spécial pour te faire bander, toi. Ah ouais, là oui, c'est effectivement, ouais. Et puis en plus, ça s'est super bien passé. Il y a des membres de jury, vraiment, les membres du jury dont je faisais partie étaient super, ça s'est vraiment bien passé. Et le président du jury, c'était autre que Norman Spinrad, donc qui est quand même un romancier de SF quand même très important, et qui a écrit le fameux épisode Doomsday Machine, tu sais, un épisode culte de Star Trek, tu vois, de toute première saison. Tu t'imagines l'âge qu'il a. Ouais, voilà. Surtout la renommée du gars, quoi. Oui, c'est pas vrai, n'importe qui, c'est... C'est pas genre n'importe... Oui, moi j'étais là, genre, moi je fais un podcast avec un mec à Haute-Savoie, tu vois. C'est vrai que t'avais l'air con, du coup, hein. Ah bah, devant les achievements des gens, ouais, il y avait Nicolas Fructus dans le jury, et lui, j'ai fait une bande dessinée avec Jodorowsky, quoi. Ah ouais, mais toi t'as partagé un plateau télé avec Danny Boone, tu vois. Voilà, il y avait le mec qui a fait tous les effets spéciaux de Pacific Rim, quoi. Et qui me racontait comment ça se passait sur le tournage avec... Non mais Daniel, il faut toujours une erreur de casting, voilà. C'est comme ça, là c'était toi, bon... Était-ce voilà. moi, vraiment. Anyway, c'était vraiment... J'ai passé un vrai bon moment, et là, je te dis, je suis un peu vénère, je veux juste faire un tout petit mot là-dessus. J'ai passé une semaine filmiquement exécrable. Ah, toi t'allais voir des comédies françaises. Ouais, bah exactement. J'ai vu Daddy Cool et je me suis dit oh là là, c'est horrible, et c'était que le lundi. Et alors tu sais quoi, c'est allé de mal en pis. J'ai vu ensuite les nouvelles aventures de Cendrillon. J'ai fait ah putain, mais pourquoi je m'impose ça? Ah oui, j'ai vu la bande annonce, hein, Et alors mon pote, je peux te dire, là c'est exceptionnel, on enregistre en début d'après-midi. Ce soir, on enregistre MDR, et je peux te dire qu'il y en a un qui va prendre cher. C'est Épouse-moi mon pote, que j'ai vu hier, et tu sais quoi, j'ai été pris de pulsions meurtrières. J'avais envie de tout casser autour de moi. C'est rare qu'un film ne me provoque pas autant d'effets de débectation. Je suis outré, je suis ulcéré, j'arrête pas d'en parler depuis hier. Ça a l'air trop bien. Ah, c'est horrible. C'est quoi bien. Je pense qu'il faudrait faire des After Eight spéciaux où je vous oblige à regarder une comédie que je me suis tapée cette année pour que vous témoigniez un peu de ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est pas un mauvais concept, hein. Enfin, moi je dis ça, mais c'est moi qui vais souffrir. C'est juste 2 heures de votre temps. Mais en même temps, après vous serez en colère. On va proposer ça à Benjamin François. Tu sais... Benjamin François ? Je connais pas. Jamais entendu parler. Connard. Donc là, j'étais en train de jouer à Mario Odyssey pour essayer de me calmer, mais tu vois, même le petit lapin, là, il peut pas me calmer, là, c'est fini, là. Ah, mais moi j'ai un bon truc, une bonne recommandation en fin d'émission pour passer tes nerfs, Daniel. Ah, c'est ça qu'on veut. Bah écoute, on passe au programme de notre émission ? Mais oui, on est là pour ça, on va graver dans le marbre. T'es prêt ? Le marbre est prêt.
En général, tu me dis pas ça quand je dis t'es prêt. Oui, t'as vu, j'ai voulu te surprendre, tu vois. Tu m'as complètement déboussolé. Voilà. Tu vois, j'ai pété toute la dynamique de l'émission, là. Tous les chakras, là. Alors, pour nous faire parvenir des listes, c'est très simple. C'est 3 films par liste, un titre, et puis vous nous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com. Et comme vous le savez peut-être, parce on blablate, mais on n'est pas repassé aux années 80. Notre génération coup de cœur. Exactement, les vertueuses années 80. Parce que, faut le dire, les années 80, on re-regardait notre liste, on a déjà plus de 104 films classés. On était en train de dire où se situe le niveau entre le bon et le mauvais. Et on regardait très très bas, puisque on va juste se remémorer. Qu'est-ce que c'est que notre top 10 ? Eh ben, le top 10, il commence tout simplement par Robocop. Voilà, juste Robocop. Simplement. Ensuite, c'est Die Hard. Ensuite, il y a Akira. Putain, tu sais quoi ? Je me dis, Akira qui est derrière Die Hard. Tu as vraiment dû forcer les arguments là, ce jour-là, je pense. Ouais, mais c'est mérité. C'est gravé dans le marbre en plus. C'est gravé. Ah non, mais je peux plus rien y faire. On peut plus rien y faire. Maintenant, c'est la vérité. Mais Akira est devant Blade Runner. T'as vu ? Voilà, en termes de concession, tu vois, je sais aussi. Voilà. Ouais, c'est vrai. Alors que, indéniablement, Akira a été influencé par Blade Runner d'une certaine manière. Bah, je crois que globalement, tous les films qui sont sortis de science-fiction après 1982 ont été influencés par Blade Runner. Donc, voilà. Ensuite, il y a Raiders of the Lost Ark. Ensuite, Abyss. Un de mes films coup de cœur des années 80. Genre, j'adore Abyss plus que beaucoup de choses dans le cinéma. Full Metal Jacket. Et t'as oublié The Thing entre Abyss et Full Metal Jacket. Oui, c'est vrai qu'il y a en 7ème The Thing, 9ème Back to the Future et 10ème Mon voisin Totoro. Ouais. Et alors, il y a des gens qui nous envoient Furio en liste, mais il est 11ème et il s'appelle Merry Christmas, Mr. Lawrence. Qui est donc le nom international. Voilà. Et derrière, et même le top 20, on peut se faire le top 20. The Fly, Fly 12ème, E.T. 13ème. Elephant Man, Predator. Police Story. Et oui, Police Story, lui-même en personne. Shining, Pulsion, grand film Pulsion quand même. Invasion Los Angeles. Non, t'as oublié They Live. Oui, enfin They Live, c'est le titre d'Invasion Los Angeles. Ah oui, pardon, excuse-moi, sorry, je suis bête. Invasion Los Angeles, encore un Carpenter. Who Framed Roger Rabbit. Voilà, qui clôt le top 20. Voilà, mais après, il y a encore Ran. Il y a un Kurosawa en 21. Aliens en 22ème. Putain, mais cette liste est extraordinaire. Le nom de la rose. On va pas refaire toute la liste parce que sinon on en a pour des plombs, mais voilà. C'est vrai. Mais il y a du bon cinéma. Indiana Jones Temple of Doom est 30ème, tu vois. Ça te donne un peu le level de cette liste. Et l'Empire contre-attaque est 33ème. Ça, t'aimes bien le dire. Oui, j'aime bien le dire. Tu sais qu'il pourra, irrémédiablement, il peut que baisser maintenant. Il va que baisser. Bah oui, je suis navré de vous le dire, les gens, mais il va baisser. Alors, avant de faire la fin, puisqu'on aime bien parler de la fin, on va se téléporter au moins dans les films 80. Et à partir de quand commencent vraiment les mauvais films ? Alors, je vois Poursuite du Diamant Vert, c'est encore regardable. Bah, moi, il y a The Blob. The Blob, Les Rois du Gag, que je reverrai sans aucun problème. View for a Kill, que j'adore. Running Man, tu ne peux pas dire que c'est un mauvais film. Donc, on redescend encore. Howard the Duck. Howard the Duck, je le regarde sans aucun problème. Gros capital tendresse. Ouais. Et alors là, Critters, je crois que c'est le moment où... Critters, on commence vraiment à être à la limite. Critters, il est drôle, mais je pense pas que c'est pas un film que j'aime revoir 36 fois, tu vois. Little Shop of Horrors, de la rigueur. Et là, ouais, voilà, La petite sirène, ouais, là, bon, on commence, voilà. Là, on est vraiment dans ce qui commence à être problématique, ce qui veut dire que la liste des années 80 est quand même blindée. Et la petite sirène, c'est là où on a commencé à vraiment tiquer tous les deux, c'est le 90ème de la liste, quoi. Il faut descendre vraiment bas, quoi. Voilà, les derniers, c'est Legends, quand même Legends. Cobra, alors Cobra, tu sais quoi ? J'ai de la tendresse pour Cobra. J'ai encore de la tendresse pour Cobra, hein. Oui, mais non, il y a une forme de tendresse pour Cobra, je peux tout à fait le comprendre. Ah ouais, moi, je suis les années canon, quoi. Et Kamikaze, Cyborg, et là, le dernier, alors aucune forme de tendresse pour le dernier. Le passage. Voilà. Ben, je crois qu'on a une grosse liste quand même. tu sais que cette semaine j'ai tenu dans mes mains la bande originale vinyle du Passage. Hein, Tu me l'as acheté ? Ah non, je te l'ai pas acheté. J'étais chez un ami qui est collectionneur de vinyle et il m'a montré sa pièce maîtresse. Voilà, Putain, le Passage. Dire que j'ai un cadeau de cet acabit là pour toi. Pour la oh la vache. Fois où on se voit. Oh la vache. J'ai hâte. Allez, est-ce qu'on commencerait pas ? Ah bah oui. Moi j'étais prêt dans le ventre de ma mère là. On y va. Let's do it. Alors, première liste qui nous est envoyée par Arfang. Merci Arfang pour ta liste. C'est une liste qui s'appelle Liste alcoolique anonyme. Aucune référence à mon mode de vie, c'est ça ? Non, visiblement beaucoup de gens qui ont des problèmes d'alcool dans cette liste.
Et en rappelant que l'abus d'alcool est vraiment mauvais pour la santé. Toi, tu bois quasiment pas, toi. Si, mais je bois raisonnablement. Et tu bois de la bière en plus, toi. Je bois que de la bière en fait. Ouais. T'es pas un mec à vin déjà. Bah non, je préfère le jus de raisin, tu vois. D'accord. Quitte à boire du jus de raisin tant que ce soit bon. Alors, on va commencer par cette liste avec un film qui nous tient à cœur. Et ça va pas te surprendre qu'on va le faire en premier, puisque en fait, c'est un film sur lequel on a débattu longtemps en se disant il faut qu'on le fasse. Ouais. Et c'est un film qui est sorti en 89 aux États-Unis. En mai 89. En mai 89. Et en France, il est sorti le 3 janvier 90. 3 janvier 90. Ouais. Donc, exceptionnellement, pour ce film-là, on a décidé de le considérer comme un film des années 80. Oui, parce qu'en fait, moi, je trouvais ça plus intéressant de prendre ce film-là comme un marqueur de la fin des années 80 que comme un marqueur des années 90, parce que c'est pas du tout un marqueur du début des années 90, c'est vraiment un marqueur de la fin des années 80. Vraiment, ce film-là, c'est un pur film des années 80, quoi. Et alors, ce film, c'est Road fucking House. Voilà, Roadhouse. Voilà. Putain, rien que de l'évoquer, j'aime ce film. Voilà, avec Patrick Swayze. Et Roadhouse, enfin, ce qu'il faut bien avoir en tête, Roadhouse, l'histoire, ça raconte l'histoire du meilleur videur de boîte de nuit des États-Unis. Il est présenté comme tel, Ouais. mais qui est aussi un homme sensible parce qu'il a un diplôme en philosophie. Et je n'invente rien. Et voilà. Et rien que... C'est vrai. Et, parce qu'il y a un concours des meilleurs Voilà. videurs. Il y a quelque part un classement officiel des meilleurs videurs de boîtes de nuit. Et en plus, lui, c'est un videur de boîte de nuit philosophe. Que demande le peuple? Voilà. Et c'est Patrick Swayze. Donc, autant dire qu'il pue le sexe à 14 km à la ronde, quoi. Alors, Patrick Swayze de l'époque, et puis oui, en plus, c'est un videur de boîte de nuit blancos, tu vois. Il n'est pas du tout dans le cliché du videur de boîte de nuit qui apparaîtront dans le cinéma juste après, en fait. Oui, presque. oui, exactement. Ouais, mais je crois qu'ils sont arrivés tellement haut dans le boîte de nuit game, videur de boîte de nuit game avec Roadhouse, qu'après ils se sont dit il faut qu'on change de paradigme, sinon on aurait l'air ridicule. Et c'est un film, autant le dire, c'est un film aussi bête que réjouissant. Oui, voilà, mais le pitch déjà, enfin avec la présentation du personnage principal vous laisse voir la couleur, mais ce film est d'une connerie succulente. Enfin, c'est vraiment génial à ce stade-là, quoi. Il existe des montages sur Internet où il y a tous les coups de poing que met Patrick Swayze pendant le film. C'est à hurler de rire parce que c'est vraiment de la grosse patate, c'est de la grosse patate à l'américaine. C'est ça, c'est que c'est un film et c'est un cas unique en son genre, c'est que c'est un film de baston de bar. C'est juste ça le propos. C'est en fait en gros il y a un bar dans une ville où le mec il n'arrive pas à faire rentrer les gens parce que c'est hyper mal famé. Donc il fait appel à Patrick Swayze qui est, je le rappelle, le meilleur videur de boîte de nuit des États-Unis, diplômé en philosophie. Il le fait venir pour nettoyer l'endroit et faire que son rad finalement ça devienne un endroit fréquentable pour tout le monde. Et évidemment, derrière ça se cache une histoire de vilains propriétaires terriens qui maltraitent la population, qui les rackettent, etc. Voilà. Mais le propos même du film, c'est un film consacré à la bagarre de bar. Voilà. Un film de mec bourré qui se tape sur la gueule. C'est un peu violent. Ah oui, un peu. Il y a la scène culte. Parce que, évidemment, Patrick Swayze, il n'a pas qu'un diplôme en philosophie, il a aussi des fêlures. Et sa fêlure, on le découvre, c'est que il est tellement fort que quand il ne se contrôle pas, il arrache la glotte des gens à main nue. C'est vrai, il y a l'arrachage de la glotte des gens. Mais quel grand film, putain. Voilà, il arrive, il chope la glotte ou la trachée, je sais plus, et il l'arrache à main nue, et c'est magique. Avouons-le, c'est proprement magique de se dire je vais faire un film où la fêlure de mon personnage c'est putain merde, je suis trop balèze, j'arrache des trachées à main nue. Et ouais, voilà, alors il faut le dire, c'est un film qui a été conspué à sa sortie. Oui. Vraiment, on lui chiait dessus. Oui, rappelons-le, c'est quand même très con. Hein. Oui, c'est quand même stupide. Mais il a été lauréat. C'est marrant parce j'ai l'impression d'en avoir parlé pendant plus de 40 numéros qu'on a quitté les années 80. Et les Razzies vont revenir, c'est ça? Les Razzie Awards. Voilà. Ils l'ont tous nommé, genre pire film, pire machin. Et putain, c'est un film génial, quoi. Mais oui, c'est super drôle. Enfin, ça fait partie de ces miracles des années 80 où vraiment ils étaient complètement dans l'innocence. C'est-à-dire que c'est pas du tout un film cynique sur ce qu'il montre. C'est vraiment c'est hyper premier degré sur ce qu'il essaie de nous montrer. Sauf que c'est tellement con que ça atteint un niveau
d'excellence qu'on peut plus atteindre et en fait oui, ce genre de film n'existera plus quoi. N'existera plus, c'est ça, voilà. Et c'est pour ça que je dis c'est vraiment un témoignage de la fin des années 80, parce que après les années 90 les héros vont être différents, voilà. Lui c'est vraiment un pur héros des années 80, tout est full premier degré, et alors que c'est complètement absurde. Mais s'il y a vraiment un truc qui objectivement fait que je trouve ce film enfin déjà je trouve déjà tu t'ennuies pas, tu t'emmerdes pas dans ce film là. Ah non, il y a des coups de pied, des coups de poing, on arrache des trachées, il y a des dialogues fabuleux comme il y a des quotes mais génial, genre voilà. Genre quand il se fait soigner il fait Pain hurts. Voilà, exactement. C'est débile. C'est absolument génial, mais c'est vraiment un point que moi j'adore dans ce film là purement objectivement, c'est le travail de Dean Cundey à la photographie. Ah bah ouais, c'est vraiment une patte très particulière quoi. C'est Dean Cundey, enfin voilà, c'est un des collaborateurs de John Carpenter, d'aussi de Spielberg sur ces années avant qu'il rencontre Janusz Kaminski. Donc c'est un très grand chef-op, un type que j'aime énormément. Et Roadhouse, enfin vraiment cette espèce d'atmosphère nocturne qui sent la sueur, enfin vraiment c'est l'image sans la sueur, mais c'est hyper stylisé. Enfin, il y a vraiment, je trouve l'image, la lumière de Roadhouse vraiment, vraiment superbe en fait. Et c'est un objet esthétique que je trouve vraiment fascinant quoi. Et puis Michael Kamen à la musique. Et Michael Kamen à qui on doit le score de Die Hard notamment. De Die Hard et de License to Kill. Ah bah oui, il faut bien manger. Autre grand James Bond. C'est pas son meilleur, hein, faut dire. C'est pas le meilleur score de James Bond ever. C'est ça, c'est pas son travail le plus remarquable. Voilà. Alors, où est-ce qu'on va mettre ce film en sachant que il est stupide, mais il est génial. Qu'on l'adore, et que on a un point très marqué dans les années 50. C'est le film 50, on n'en a pas parlé, mais il est très important pour nous, c'est Over the Top. Over the Top. Voilà. Alors, est-ce que c'est mieux ou moins bien que Over the... Putain, qui est sous Over the Top? Putain, les mecs bourrés, ils vont croire qu'on a fait l'émission bourrée, c'est pas possible. Eh ben écoute, moi, vraiment, Roadhouse, j'adore ce film au-delà de toute raison. Vraiment, et il est plus beau que Over the Top en plus. Voilà, Over the Top, il a ce cachet nanar jusqu'au bout. Enfin, c'est vraiment la production canon dans ce qu'elle avait de plus de plus cavalière. Hein. C'est vraiment c'est c'est qu'à de le dire. C'est de plus pedestrian, comme comment dire en anglais. Voilà, c'est vraiment un film où globalement casual. Personne à part Stallone n'en a rien à battre. Donc du coup, face à là, comme j'ai dit dans Roadhouse, il y a quand même de vraies choses à sauver, de vraies choses techniques. Alors plus si t'es fan de Sam Elliott, genre Sam Elliott qui débarque avec son meilleur rôle. Voilà, avec sa chevelure grise qui fait le vieux sexy qui a trop vu. Enfin voilà, il y a un côté hyper sexuel dans ce film là qui est complètement ma boule. Et voilà, et la photo de Roadhouse pour moi elle écrase tout ce qu'a pu faire esthétiquement Over the Top quoi. Alors moi je regarde un film comparable en termes de plaisir. Moi je pense à Indiana Jones, c'est Temple of Doom. Écoute, ça ne me choque pas. Est-ce que tu trouves meilleur ou moins bon? Moi je mettrais en dessous du Syndicat du Crime. D'accord, parfait. Mais au-dessus d'Empire Strike Back, c'est ça que tu veux dire? Exactement, mais Roadhouse est officiellement gravé dans le marbre au-dessus de l'Empire contre-attaque. Et autant vous le dire, si vous avez jamais vu Roadhouse, allez-y quoi, vous allez vous passer un moment extraordinaire. Il ne faut vraiment pas hésiter, c'est vraiment unique en son genre. On passe à la suite de la liste qui est Tequila Sunrise, donc un autre film avec un acteur qui a eu des problèmes avec l'alcool et le nazisme, c'est Mel Gibson. C'est vrai, le fondamentalisme d'une manière générale. Tequila Sunrise, donc je me rappelle plus qui c'est qui réalise, c'est Robert Towne. Ah oui, d'accord, c'est normal que je me rappelle plus. Tequila Sunrise... Robert Towne qui a pas marqué vraiment les esprits en termes de réalisation. C'est un scénariste, il a scénarisé genre Greystoke, tu vois, des trucs comme ça. Et dans mon souvenir, c'est une histoire de... En fait, c'est Kurt Russell et Mel Gibson, ils sont amis depuis l'enfance. Kurt Russell, il a trouvé la vocation dans... Il y en a un qui est ancien trafiquant de drogue et l'autre qui est flic. Voilà, l'autre qui est flic et qui abuse du gel pour les cheveux. Parce qu'il faut le dire, la quantité de gel dans les cheveux de Kurt Russell dans ce film-là est assez hallucinante. Je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait pour faire les éclairages, mais ça devait refléter de la lumière dans tous les sens. Ça devait être pas difficilement gérable. Et le méchant est joué par Raoul Julia.
Et voilà, et le méchant évidemment parce qu'il jouait le mexicano, le méchant mexicain, ce qui devient le méchant traditionnel de la fin des années 80 complètement. aux États-Unis. À tel point que même chez James Bond, James Bond, License to Kill, le méchant, sauf qu'il est joué par un Italien. Oui, bon, vaguement ça va, c'est bon, c'est pareil, hein, tu vas pas emmerder. C'est au sud de la Loire, c'est pareil, hein, je veux dire, on s'en fout. Oui, pour eux c'est pareil, italien, espagnol, mexicain. Mexicain, c'est kiff. Même brosouf. Donc Tequila Sunrise et alors, un film un peu plus mineur, on va dire. C'est Michel Pfeiffer au milieu, le triangle amoureux. Voilà, il y a un triangle amoureux avec Michel Pfeiffer et effectivement, t'as toute l'imagerie parce que je sais plus si ça se passe en Floride, je crois, ou en Californie, je sais plus, un des deux. Mais je me souviens de ces images avec de soleil couchant, orangé, avec c'est les années d'après Miami Vice, ouais, la série, j'entends. Exactement, c'est avec ces espèces de personnages qui traînent leur mal-être sur des balançoires en discutant entre hommes parce qu'ils sont fragiles, tout ça, blablabla. Et je me rappelle surtout de scènes de sexe entre Mel Gibson et Michel Pfeiffer qui sont particulièrement gênantes. Parce que vraiment c'est vraiment tourné comme dans un film érotique de troisième partie de soirée sur M6 quoi. C'est vraiment hyper gênant et en plus t'as tout l'attirail machiste de ces années-là, genre ils finissent et puis elle fait allez on recommence une sixième fois. Ils baissent pas genre dans une baignoire. Mais si, je sais plus, il y a un truc tellement ringard. Et puis tu sais, ils finissent comme ça, ils sont tout en sueur avec la lumière bleutée machin, puis elle fait allez on recommence une huitième fois, puis tu sais genre non mais c'est vraiment c'est des body double au bout d'un moment. Non oui mais bien sûr, non mais je veux dire t'as vraiment un côté grotesque dans le côté dans l'approche du mâle Mel Gibson, tu vois, t'as vraiment ce côté-là et qui est vraiment très risible quoi pour le coup et ça fait vraiment très marqué quoi. On va le dire tout de suite, c'est un film qui a très mal vieilli. Ouais, ça a mal vieilli. Je me rappelle même plus en fait de pourquoi Raoul Julia. Enfin, une histoire de drogue, mais je sais même plus ce qui fait quoi et je sais même plus comment ça se résout. Je crois qu'il arrive, Raoul Julia qui est mexicain, il arrive dans la ville et il se passe le mot genre Raoul Julia est dans la ville, un truc comme ça. Ah oui, c'est ça. Oui, ils essaient de prouver qu'il est réellement là pour un. Oui, c'est ça. Et ils essaient d'utiliser la maison de Mel Gibson parce que c'est là où doit se faire l'échange. Enfin, je sais plus, il y a une connerie comme ça. Enfin, voilà. Bref, c'est. Ouais, c'est pas un très bon polar. Ça montre que vendre de la drogue, c'est pas bien. Ah bah non, c'est pas bien. Sauf si c'est vous qui la vendez à ce moment-là, c'est bien pour votre compte en banque, mais c'est tout. Putain, si tu mets de l'argent de la drogue sur le compte en banque, c'est que tu n'as rien compris. Bah je comprends pas comment est-ce qu'ils m'ont attrapé, c'est bizarre. Tu sais, ça rappelle cette scène dans The Wire quand il fait t'es en train de prendre des notes. Oui. T'es en train de prendre des notes. Exactement. Rendez-vous mafieux. Je me rappelle tout à fait de la scène, ouais. Et voilà, The Wire, tu me parles. Your nigga taking notes. The Wire, il y a 60 épisodes d'une heure. Tu me dis une scène, je me rappelle parfaitement. Là, Tequila Sunrise, ça dure moins de 2 heures. Ouais. Je suis pas capable de citer un moment du film. Voilà. Alors que, ouais, c'est vrai, on pourrait faire un quiz des scènes de The Wire. Moi, je suis prêt. Hein. Ah bah, je suis prêt dans le ventre de ma mère pour ça. Bon, où est-ce qu'on le met en sachant qu'on va commencer très bas. Et je pense que. Est-ce que j'aurais plus de plaisir à revoir à la poursuite du Diamant Vert? Ah ouais, c'est quand même plus rigolo. J'ai plus de plaisir à regarder The Blob. J'ai plus de plaisir à regarder Running Man. Ouais, aussi. Je crois que entre La Petite Sirène et Big, peut-être. Ouais. Ouais. Au-dessus de l'Aigle de Fer, quand même. Allez, au-dessus de l'Aigle de Fer, voilà. Mais au-dessous de Splash dans Splash, il n'y a pas Kurt Russell. Ouais, ok. Big. Ouais, allez hop, en dessous au-dessous de Big. De Big, ok. Voilà. Un peu de compassion pour Ron Howard. Tu veux dire le réalisateur de Han Solo, Solo Movie, là? Exactement. Exactement. Oui, le mec qu'on a balancé sur le projet. C'est ça, le mec, on lui a fait Ron, tu fais rien? Il fait non, bah écoute, on a un truc pour toi. Oh merde, je voulais faire Da Vinci Code 4. Il en serait capable, c'est ça le pire. Ah bah sûrement. Le troisième film de la liste est le troisième film de la liste est un film qui nous a été souvent demandé et dont j'ai pas mal de bons souvenirs quand j'étais petit. C'est un film d'Alan Parker qui s'appelle Angel Heart. Ah bah oui, Angel Heart, donc De Niro, Mickey Rourke. Surtout Mickey Rourke, ouais. Ouais, De Niro, Mickey Rourke, avec une histoire. Alors, c'est quoi le point de départ? Alors, c'est un Angel, c'est un détective privé. Ah oui, il est privé, c'est ça. Ouais, je crois qu'il. Oui. Et il y a un certain avocat machin. Un avocat qui s'appelle Louis Cypher. Louis Cypher, genre. Wink. C'est ça. Qui l'engage pour retrouver un mec qui a disparu et le mec a disparu évidemment dans la Nouvelle-Orléans, je crois.
Je Oui, veux crois pas que schématiser trop parce que déjà parfois on me dit oh là, schématiser oui, non, mais Non, je crois bah, que il c'est est un truc engagé comme pour ça. retrouver quelqu'un et en fait c'est une espèce de whodunit où il suit les traces de cette personne. C'est d'après un roman d'ailleurs. Oui, tout à fait, c'est d'après un roman. Et moi, alors c'est marrant parce que c'est un film, je me rappelle que j'avais beaucoup aimé, mais je l'ai pas vu depuis un petit moment. Alors moi je l'ai beaucoup aimé à l'époque. Quand je l'ai revu, ça m'a moins blasté la gueule. Ouais, parce que moi, honnêtement, je l'ai pas revu depuis un moment, donc, mais je sais que quand je l'avais vu la première fois, ça m'avait bien retourné quand même. Mine de rien. Évidemment, c'est un film à twist. On essaie de pas trop en révéler pour ceux qui l'ont pas vu. Mais qui a encore une espèce de fraîcheur et surtout c'est assez bien filmé en fait. Alan Parker, oui, c'est ça en fait. Alan Parker a été au top de sa forme à l'époque. Voilà, c'est quand même Alan Parker derrière la caméra et vraiment c'est un type, il sait poser des ambiances et surtout, s'il y a un truc que moi j'adore chez Alan Parker, c'est que il sait poser des ambiances et surtout il sait les faire glisser. C'est-à-dire que c'est un truc que je trouve très caractéristique du cinéma d'Alan Parker, c'est que il te pose un contexte, etc., qui est très, très prégnant, et il sait vraiment te le faire doucement glisser en même temps que le... Un peu vers la folie, et ouais, c'est un peu ça ce qui se passe. Exactement. C'est en train de basculer dans la folie, quoi. En même temps que le personnage, en fait, il sait amener tout le contexte, toute la mise en scène avec la folie du personnage, et vraiment, et il sait faire, il sait rendre le côté piège, en fait. Il y a vraiment un côté, enfin, le mec, au bout d'un moment, il devient... prisonnier de sa propre folie, de sa propre paranoïa, tout ça. Et puis en plus, effectivement, il y a le côté mystérieux. Enfin, vraiment, et ça, c'est un truc que je trouve que Alan Parker sait faire vraiment de façon excellente, quoi. Et c'est un film qui a été victime un peu de censure ou d'autocensure, puisque il y a des scènes de sexe, et je sais pas si elles sont explicites ou si, enfin, je veux dire, elles sont évidemment simulées, c'est des scènes de sexe, mais en fonction des montages, je veux dire. Des montages, et on leur a retiré genre 10 ou 20 secondes, puisque la personne en question était Lisa Bonet. Tu te souviens de Lisa Bonet ou pas ? Oui, je me souviens de Lisa Bonet, oui, tout à fait. Lisa Bonet qu'on connaissait tous de notre enfance, parce que elle était la petite, c'était Denise Huxtable. Voilà, exactement. Dans Cosby Show. Exactement. Une série dont on a du mal à parler aujourd'hui. Oui, c'est ça. Bizarrement. Qui est devenue la femme de Lenny Kravitz ensuite. Et ensuite qui a épousé Jason Momoa. Ah bah purée, drôle de trajectoire, dis donc. Ouais, en même temps, c'est quand même deux beaux gosses à leur manière. Lisa Bonet qui était vraiment une très 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 belle femme, et c'était la première fois qu'on la voyait vraiment nue à l'écran, et ça a choqué beaucoup de gens parce que pour plein de gens, Huxtable, c'est quand même la première fois que tu vois Alyssa Milano dans Double Dragon après l'avoir vue dans... Exactement. je pense qu'elle sera particulièrement flattée par cette comparaison avec Alyssa Milano. Puis il y a Mickey Rourke, le destin de Mickey Rourke, et on avait parlé de la beauté de Lisa Bonet, mais la beauté de Mickey Rourke jeune, bah voilà, là c'est à tomber par terre. Là on est vraiment Mickey Rourke avant tous ces problèmes, ou alors ça commençait peut-être déjà à l'époque, mais c'était le moment où il avait... Non, je crois que c'est avant, là. Il n'est pas encore marqué. Ouais, enfin, il n'est pas encore marqué, mais je crois que... Parce que Mickey Rourke a eu des problèmes de drogue, d'alcool et d'argent, surtout. Il y a cette histoire complètement maboule où il se fait arnaquer par un faux producteur... un faux agent français. Il n'est pas le seul, mais genre Mickey Rourke, en fait, il a littéralement tout perdu dans cette histoire, et ça commence à être les années où Mickey Rourke, effectivement, bah, on l'a dit, il est magnifique, il est très animal. Enfin, c'était aussi les années de l'année du dragon, tu vois, c'était ces années-là, et en fait, il se rend pas compte à ce moment-là, mais c'est que ça va être ses dernières années au sommet, quoi. Ah oui, là, c'est clairement, c'est le début de la fin pour lui. Et puis, il faut pas sous-estimer l'impact culturel d'Angel Art. Angel Art a vraiment marqué les gens. Alors, pas de manière aussi significative, je dirais, que Blade Runner. Le sixième sens. Ouais, que Blade Runner, mais j'allais dire simplement le sixième sens. Pour prendre quelque chose. Un film comparable et à twist. Mais en tout cas, pour les cinéphiles, en tout cas, c'est un film très très important. Il y a plein de gens qui le citent en exemple. Je sais pas si c'est Nolan, j'ai lu une fois que Nolan il le citait en exemple. Enfin, c'est vraiment un film qui a marqué une génération de cinéphiles. Ouais, non, mais tout à fait. Ouais, mais parce que c'était un film mainstream et qui en même temps allait dans des recoins où on n'était pas habitué à voir dans le cinéma classique, quoi.
Oui, puis ouais, comme dit, Parce qu'Alan Parker, il fait du classique. Bah, Alan Parker, il aime bien aussi. Enfin, si tu regardes sa filmographie, il aime bien aller à triturer là où c'est pas forcément très agréable, quoi. C'est un truc qu'il aime bien faire quand on lui laisse la latitude. Il a d'ailleurs des problèmes pour ça à plusieurs reprises sur d'autres films. Et oui, effectivement, il y a vraiment ce côté, ce côté malaisant dans le film qui, moi, je me souviens, m'a énormément marqué. Mais maintenant qu'on en parle, en fait, j'ai vraiment envie de le revoir, tu vois, parce que je l'ai pas vu depuis facilement 10 ans, au moins. Ah, vraiment 10 ans ou 15 ans. Ouais, en plus. Et voilà. Et là, d'en parler, tu vois, j'ai envie de le revoir. Voilà. Alors, où est-ce qu'on va le mettre, ce film dont t'as de bons souvenirs et dont moi j'ai quand même un bon souvenir aussi, quoi. Où est-ce qu'on va le mettre? Propose, dis-moi, où est-ce que toi tu veux verrer Angel Heart, hein? Moi, je le verrais pas au-dessus des Blues Brothers, personnellement. Je le vois pas au-dessus de Blues Brothers, j'allais te le dire. C'est... Mais par exemple, tu vois, au-dessus de Karate Kid, sous Beverly Hills Cop, qui est aussi une barrière mémorielle pour beaucoup de gens, enfin une espèce de ouais. balise. Écoute, ouais. Même mieux, je suis capable de le mettre entre Un fauteuil pour deux et non, je déconne. Entre Escape from New York et Beverly Hills Cop. Moi, je le mettrais, je laisserais Escape from New York au-dessus quand même. D'accord. Parce que Kurt Russell. Ça va être l'argument. La dernière fois, c'était Nicolas Cage. Là, ça va être l'argument Kurt Russell, tu vois. Ok, je t'entends. Angel Heart, un film que vous auriez vraiment raison de redécouvrir aujourd'hui. Ah oui, tout à fait, ouais. Alors, c'est fini pour cette liste. Merci pour cette liste, cette excellente liste. On passe à une autre liste qui nous est envoyée par Yvan Mathioni. Merci Yvan pour ta liste. Et c'est une liste qui s'appelle Au moment, Jésus qui n'allait pas s'en sortir. Très bon, les jeux de mots, très bon. On enlève le premier qui est Angel Heart. Ah bah oui, Porte de l'enfer. Voilà. Oui. Et les deux films de la liste, c'était pour compléter un peu nos films d'horreur. Et le premier de la liste, c'est Freddy et les Griffes de la Nuit, que je suppose que tu as vu. Ah, mais évidemment que j'ai vu. Ah là là, Freddy, Wes Craven. Wes Craven avec Johnny Depp aussi, dans son premier rôle au cinéma. Avant même 21 Jump Street. Avant 21 Jump Street, un film que Johnny Depp déteste. Il a dit, il n'est pas la star. Et parce qu'il n'est pas la star, il a dit dans une interview qu'il voudrait bien faire sauter à la mitrailleuse tous les postes télé qui diffusent les Griffes de la Nuit. Alors qu'il assume 21 Jump Street. Donc bon, parfois tu vois les. Mais 21 Jump Street aussi était une série assez bien produite. Après, faut aller croire que tous ces mecs de 30 ans. Voilà. Faisaient passer pour des mecs de 16 au lycée, quoi. Voilà, c'est ça. Mais du coup, oui, les Griffes de la Nuit, voilà, avec. Donc l'histoire, c'est celle de Freddy Krueger. Alors dans celui-là, tu ne sais pas encore exactement sa nature, mais c'est un boogeyman, un tueur. Le film est un slasher, donc on tue des adolescents, c'est le principe. Sauf que cette fois-ci, il tue les adolescents dans leur cauchemar. Et il va chercher les adolescents dans leur cauchemar. Et Freddy, évidemment, c'est cette espèce de pull rayé vert et rouge. C'est ce visage brûlé, ce chapeau et ces fameuses gants avec des griffes au bout. Et voilà, et donc c'est comme dit, c'est la particularité de ce slasher là par rapport à tous les autres, c'est que ça se passe dans les rêves des adolescents, donc du coup il y a toute une dimension onirique qui permet à Wes Craven un peu de se faire plaisir, c'est-à-dire qu'il prend tout le contexte onirique, tout ce que ça permet, puisque finalement dans les rêves tu n'as plus de limitation, pour faire des séquences de terreur et de meurtre, complètement grandiloquentes et très graphiques, quoi. Moi, c'est un film que je trouve grandiose, déjà, par la prestation de Robert Englund sous le masque de Freddy. C'est lui qui va faire Freddy dans toutes les suites jusqu'au remake. Voilà, parce qu'ils en ont fait un remake que je ne vous conseille absolument pas. Mais c'est un vrai acteur qu'on voit parfois sans son masque. Hein, voilà, ouais. On le voit d'ailleurs dans un des Freddy, dans Freddy sort de la nuit. Il y a Robert Englund qui joue le rôle de Robert Englund en train de reprendre le rôle de Freddy. Et puis en général, quand on le sort, Englund, c'est en général c'est du clin d'œil. Je me souviens genre Urban Legend. Oui, voilà, exactement. Tu vois, en général, c'est on l'a pris l'acteur qui. C'est comme placer l'acteur qui joue. Boba Fett, quoi, tu vois. Exactement. Robert Englund, les gens s'en souviennent aussi peut-être, c'était le gentil lézard dans V.
Ah, c'est vrai. C'était le gentil lézard dans V. Celui qui tombe amoureux d'une humaine. Voilà, donc Robert Englund est vraiment génial dans le rôle de Freddy parce que beaucoup de tueurs en série de slasher sont des espèces de gigantesques masses mutiques. Et Robert Englund il prend le contre-pied de ça, c'est-à-dire qu'il a un gabarit beaucoup plus menu et surtout il tchatche sans arrêt. C'est-à-dire que c'est un tueur qui va balancer des vannes à ses victimes, qui va se foutre de leur gueule, qui va les terroriser en leur parlant. Enfin, vraiment, t'as un côté... Tu sens que la jouissance du tueur, quoi. Vraiment, t'es vraiment face à un type, tu sens qu'il prend un plaisir immense à terroriser ces jeunes. Et donc, il est génial dedans. Et surtout, comme je dis, le contexte onirique, enfin, les séquences de meurtre du premier Freddy sont... Enfin, il y a une séquence fabuleuse où à un moment donné, donc une jeune femme se fait alpaguer par Freddy dans sa chambre et se fait traîner au plafond. Et en fait, tu vois la séquence à travers les yeux des personnages qui sont dans la chambre avec elle, qui eux sont réveillés. Donc en fait, tu vois en fait l'interaction et tu vois. Moi, je me rappelle quand j'étais môme. Cette séquence, donc cette nana au plafond qui est en train de se tordre de douleur dans tous les sens, et tu vois le ventre de la nana s'ouvrir sous l'impulsion des griffes, sauf que tu vois pas le coup de griffe, mais tu vois uniquement le résultat dans le monde réel, quoi. Et c'est hyper, enfin c'est ma boule. Et encore aujourd'hui, c'est des séquences qui fonctionnent. Enfin c'est voilà, il y a la mise en scène de Wes Craven. Je pense à Carrie qui est sorti, qui ressort en salle là bientôt et. C'est comparable en termes d'impact en fait. Ah oui, c'est vraiment de débrouillardise et d'impact. Voilà, et surtout de génie de mise en scène, c'est qu'à un moment donné, le type, enfin vraiment c'est un film, tu sens qu'il a été pensé autour de certaines séquences clés et qu'il a mis toute son énergie dedans pour pas les rater. Et vraiment, je trouve ce film vraiment, vraiment génial. Et autant te dire que quand je l'ai vu quand j'étais môme, je ne voulais plus dormir après. Voilà. Est-ce que tu t'endormais en écoutant Don't Fear the Reaper? Ouais, exactement. Qui en plus, c'est le premier film qui a vraiment utilisé cette chanson et qui est du Blue Oyster Club et c'est devenu ensuite un truc super connu. Super culte, excellente chanson. Puisqu'il l'entend pendant qu'il pionce. Donc, non, voilà, vraiment, grand film, quoi. Enfin, j'adore et c'est sans doute mon Wes Craven préféré, quoi. Un film d'horreur est tellement parodié en plus. Mais oui, en fait c'est ça, c'est qu'il y a une distance. Enfin, et c'est ça que c'est un équilibre qui est très bien fait, c'est-à-dire que on n'est pas dans on n'est pas dans la parodie, on est dans le pastiche un peu, c'est-à-dire que il retourne les codes, mais en même temps il offre un vrai spectacle, enfin un peu comme OSS 117 à sa façon, dire que oui on est on se moque un peu des codes du genre, mais on n'oublie pas à un moment donné de faire un vrai film de genre qui donne la satisfaction aux spectateurs à travers le traitement de ses personnages et de ses séquences fortes, quoi. Où est-ce qu'on va le mettre? Et ben écoute, autant te dire que pour moi ça va assez haut. Au-dessus de Karate Kid? Oh oui, largement au-dessus de Karate Kid, ouais. Moi je le mettrais par exemple au-dessus aux alentours de They Live, 19ème place. Je préfère They Live, justement. Ouais, ok. Et je préfère Aliens, mais Aliens c'est ma barrière basse, donc je suis pas très loin. Ouais, c'est ça, on est dans les cordes. Bah écoute, on peut le laisser juste en dessous d'Aliens. C'est pas choquant, tu vois. Moi ça me... Non, mais ça reste quand même le très très haut du peloton, quoi. Le très très haut du peloton. Et d'ailleurs, à petit aparté, la saga Freddy, donc tous les films qui vont suivre après, à mon sens, ça reste la saga la plus intéressante et la plus consistante en termes en termes artistiques sur la longueur, quoi. C'est-à-dire que globalement, j'aime tous les Freddy jusqu'au 6. Même si le 6 il y a beaucoup de choses à dire, mais vraiment il y a peu de séries d'horreur qui ont réussi. J'ai pas vu tous les Freddy, attention, me les a... Ah non, je te spoil pas, mais vraiment je trouve qu'il y a le concept et il y a notamment un Freddy qui est fait par Renny Harlin. Oui, c'est vrai. Et Renny Harlin, autant dire que c'est un gros bourrin et que dans ce contexte là il est aux anges. Et voilà, et c'est une série, voilà, et surtout qu'en plus ils en faisaient un par an des Freddy à l'époque, un par an. Et avec cette cadence-là, avec le fait que ça restait du cinéma d'exploitation, hein, faut pas se voiler la face non plus, donc le but c'était de rentrer du pognon, je trouve que la cohérence artistique de l'ensemble de la saga est vraiment remarquable, quoi. Est-ce que tu as vu à l'origine ce film en VF ou pas? Bah oui, je l'ai vu en VF, oui, Parce forcément. que tu sais qui double Freddy en VF? Je me rappelle plus, non. C'est Henry Djanik. Ah oui, d'accord. On a déjà mentionné son nom au moins dans les années 80 une fois. Oui, Henry Djanik, c'est la voix de Kojak, mais aussi la voix de Iki, le chevalier du Phénix. Exactement. Et de Megatron. genre pour moi, c'est la voix culte de mon enfance. C'est une voix importante de notre enfance.
Bon, donc, on remercie. Ah non, c'est pas encore la fin de la liste. C'est pas du tout la fin de la liste. C'est même que le début, en fait. Ouais. Non, c'est le milieu. C'est vrai. Et on continue sur sa liste avec un film que je n'ai pas vu. Il faut que tu me dises s'il faut que je fasse mes devoirs ou pas. Dis-moi. Ce film, c'est Amityville 2, Le Possédé. Amityville 2, Le Possédé. Donc la question c'est, est-ce que toi, je dois t'infliger de le voir ou pas? Ouais, est-ce que c'est vraiment un truc... Alors, est-ce que c'est vraiment un moment important du cinéma que j'ai manqué? Autant te le dire Je tout de suis suite. sûr de ne pas l'avoir vu. Pas vraiment. Écoute, je vais te laisser responsable alors. Voilà, pas vraiment. C'est parce que j'ai beaucoup de boulot. Plein de trucs à faire. Mais c'est pas non plus comment ça s'appelle c'est pas non plus une purge en fait, tu vois. C'est vraiment c'est la suite d'Amityville. Et globalement en fait c'est un Amityville qui avait bien cartonné, je crois, dans mon souvenir à l'époque où il était comment ça s'appelle, où il était sorti, et donc du coup c'est vraiment une suite qui s'inscrit dans la... Moi j'aime bien le premier Amityville mais sans plus, enfin, c'est des histoires de maisons hantées, et globalement cette suite moi je la trouve correcte, c'est une bonne suite, c'est un bon petit film d'horreur, vraiment sans prétention, et c'est pareil, c'est le genre de truc qui se fait plus aujourd'hui, c'est-à-dire que ils arrivent plus à faire des films d'horreur comme ça corrects, c'est juste correct, sans trop de chichi, qui est humble et qui se concentre de faire du cinéma, du cinéma à sensation de qualité. Donc c'est un film que moi j'avais bien aimé. Je vais te le dire tout de suite, je l'ai pas revu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je m'étais fait un cycle Amityville, Cimetière. Je m'étais fait les deux sagas en même temps. Et voilà, c'est un film qui a quelques bonnes séquences, qui est assez malsain, hein. Assez malsain, faut bien dire ce qui est. Et donc c'est parce que c'est une histoire de famille qui s'installe dans une maison, et puis évidemment il y a des manifestations démoniaques, et donc t'as tout cette espèce de déliquescence de la famille qui va littéralement se leur tomber sur la tronche, et tu vois tout un tas de d'apparitions démoniaques, de choses qui vont les chambouler dans tous les sens, et donc voilà, t'as vraiment un côté un peu la famille jeu voué qui est assez comment dire, assez agréable. Moi j'aime bien voir ce genre de choses quand ça va vraiment au fond des choses. Et donc voilà, c'est une bonne petite suite. Mais sans prétention, sans plus quoi. Alors où est-ce que tu vas le mettre? Alors où est-ce qu'on met Amityville 2? Amityville 2... Tu vois, on n'est pas du tout au niveau d'un bad taste, voilà, de trucs comme ça. J'espère qu'on n'est pas au niveau de Dune, tu vois. Il est où Dune? Alors moi j'aime pas vraiment Dune, mais non mais Dune est plus intéressant. Même Top Gun, tu vois. Bah écoute, moi je préfère regarder Amityville 2 qu'à Highlander, tu vois, par exemple. Ok, mais pas au-dessus de Beetlejuice. Ok, moi ça me va. Ok, non mais enfin je dis rien, mais c'est une question plutôt. Beetlejuice, je valide plus Beetlejuice qu'Amityville 2 quoi. Mais au-dessus d'Highlander. Bah écoute, voilà. Tu as trouvé pile ce qu'il te fallait. Exactement. C'est vraiment le genre de film quand tu as une famille un peu dysfonctionnelle, c'est un film à voir en guise de thérapie, parce que vraiment le côté la famille parfaite qui se disloque, ça se pose là, c'est assez réjouissant finalement. Très bonne transition que tu m'as trouvé, thérapie. Puisqu'on va faire une liste fabuleuse qui nous est envoyée par Camille Stevens. Merci Camille Stevens. Et déjà on remercie Yvan pour bah oui, merci Yvan. Et on remercie déjà Camille pour sa liste. C'est une liste qui s'appelle Dédé en exil. D'accord. Et c'est une liste réalisée... c'est une liste avec que des gens qui s'appellent André qui sont en exil. Putain, la thématique. Ouais. Je sais pas quelle base de données a été utilisée pour faire ça, mais c'est... Ok. Et le premier de cette liste est Nostalgia de Andrei Tarkovsky. Donc un Dédé en exil. Un Dédé en exil. Donc... Je te l'ai prononcé à la russe, c'est Nostalgia. No, oui, parce que chez nous c'est nostalgie tout court, hein, c'est ça. Ouais. Je crois le titre. Tu l'as vu? Alors je l'ai vu il y a pas mal de temps. Bah, c'est pas très énormément de Tarkovsky non plus. Oui, c'est ça. Alors, je vais te le remettre. Mais c'est l'histoire d'un mec qui est poète, il est russe et il se balade en Italie avec. C'est une espèce de road movie et ils vont. Je crois qu'ils sont à la recherche d'un compositeur. Enfin, il y a un Deus Ex Machina quoi.
Et il traverse donc l'Italie. En fait, c'est le film qu'il a tourné pendant qu'il était en exil, en fait. En exil, ouais, tout à fait. Tarkovsky, enfin, en exil, non, mais il était expatrié. Et Tarkovsky cherchait ses marques. Et il s'est dit, bah, je vais tourner un film en Italie. Et il faut comprendre un truc, Nostalgia, chez les Russes, ça induit d'autres sens, en fait. C'est presque un truc de je vais mourir et je me souviens des derniers instants, quoi. Et quand on sait que c'est son avant-dernier film, c'est pas pour rien. C'est un film qui bouge pas beaucoup, si tu te souviens. Oui, ça je me souviens. De toute façon, déjà, bon, le cinéma de Tarkovsky, on peut difficilement parler de cinéma ultra dynamique non plus. Hein. Soyons honnêtes, soyons parfaitement honnêtes. Non, mais c'est pas une critique, hein, c'est son style. Non, c'est pas une critique. C'est comme si tu me disais à un moment donné le montage chez Sergio Leone est hystérique, tu vois. Mais oui. Voilà, et en plus en plus c'est un film contemplatif puisque ils vont dans les abbayes et ils regardent des peintures, donc ils s'attardent sur regarder les peintures, et c'est beaucoup de plans fixes et beaucoup de plans fixes et d'observation, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a une et justement, tu parlais justement de nostalgie au sens retour sur les derniers instants de la vie. Enfin, tu sens vraiment cette volonté d'étirer le temps jusqu'à son terme, en fait. Jusqu'avant le fatidique, et voilà. On peut imaginer ce qui va arriver de fatidique. Voilà, donc c'est vraiment, t'as cette volonté d'étirer le plan, la séquence, vraiment jusqu'au point de rupture, en fait, au point de rupture, et c'est vraiment une construction de mise en scène qui est parfaitement assumée, quoi. Alors c'est un film qui est considéré comme mineur chez Tarkovsky. En plus parce qu'il a une production très compliquée, puisqu'à l'origine il était financé par la Russie, l'URSS. Et au bout d'un moment, les Russes se sont retirés. Donc, du coup, Mosfilm, tu vois, la maison de production russe. Ouais. Et ils se sont retirés. Donc, du coup, il a gommé toutes les parties russes qui avaient du film en refaisant tout ce qui a été tourné en Russie. Il l'a refait en Italie. C'est un film branque-ballant, un petit peu, dans sa filmo. Et pourtant, je trouve une espèce de saveur passéiste, en fait. Il y a tout le motif. Faut rentrer dedans déjà. Enfin, comme toujours avec le cinéma de Tarkovsky, c'est pas un cinéma qui est forcément très facile d'accès. Et de toute façon, ah oui, d'ailleurs, je pense que c'est une bonne chose de connaître Tarkovsky avant d'entrer dans celui-là, parce que. Ah oui, non, celui-là, c'est le. Attends, il en a fait 6, 7 ? Ouais, je sais plus. Ouais, celui-là, gardez-vous-le à la fin, dès que vous êtes accro. Voilà, parce que honnêtement, Et dans notre liste, on doit en avoir qu'un, je pense. On doit avoir. Mais encore, lequel on a fait je suis en train de rechercher. Je suis même pas sûr qu'on en ait fait, si. On a fait Solaris, peut-être. Je sais pas. Est-ce qu'on a fait Solaris Je suis même pas sûr. Stalker, c'est sûr, on l'a pas fait. Stalker, on l'a pas fait, ça c'est sûr et certain. Mais Solaris, peut-être que si, on l'a fait, remarque. Non, Solaris, non, je vois pas. Non, bah voilà, donc. Écoute, ça va être bizarre de rentrer s'il est rentré. Oui, voilà, donc premier Tarkovsky a priori, parce que je crois pas qu'on en avait fait d'autres. Peut-être dans les années 70. Ouais, je sais pas. Non, ouais. Bref. Du coup, c'est un film qui... Solaris, 50e des années 70. Ah, donc on a fait quand même Solaris. Donc ce qui veut dire qu'il est bien classé, puisqu'il est juste au-dessus de Friend Connection, qui est un film qu'on adore. Oui, voilà, exactement. Oui, c'était notre numéro 1 d'ailleurs des années 70 quand on a démarré, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc, putain, c'est vrai. Ouais, t'as vu ça, comment il est descendu, celui-là? Putain, c'est ouf. Donc, c'est un film qui a vraiment volontairement et inconsciemment ou pas, mais vraiment ce côté film somme d'une œuvre aussi. Enfin, vraiment, t'as ce côté... ça sert à rien de rentrer dans Nostalgie, sans être rentré au préalable dans le reste de la filmo de Tarkovsky, parce que du coup, t'as certains motifs et t'as justement tout ce côté pesant, en fait. Finalement, justement, on traîne il regarde des peintures, ouais, et puis ensuite il y a une scène de rêve et il voit sa femme, enfin. Ouais, voilà, on traîne le poids de la vie à beaucoup moins de sens et sans les métaphores sur le fascisme et tout ça, enfin. Voilà, donc il y a ouais, c'est un film qui est assez étrange, qui est assez étrange. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler quand on entend Tarkovsky, mais moi aussi je trouve qu'il a une vraie élégance. Il y a certains moments qui sont assez forts, dont la fin. Avec, si je me souviens bien, c'est un plan séquence en plus, je crois, toute la séquence de fin. Enfin, il y a
Il y a vraiment... c'est la Ouais, piscine. la piscine, ouais. Ouais, la piscine. Oh, Yeah. ouais, je crois que c'est long. Ah, C'est Ouais, avec toute la métaphore évidemment sur l'eau et tous les symboles que ça représente. Beethoven. Voilà, machin. tout le rite de passage, hein, l'eau, le Styx, tout ça, machin. Enfin, vraiment, il y a vraiment un côté, c'est très 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 intellectualisé. C'est Tarkovsky. Sursignifiant, j'ai envie de dire. Ouais, mais il y a quand même une espèce de comment ça s'appelle de volonté de sur-cinéma presque, hein, vraiment, on est vraiment là-dedans, qui fonctionne vraiment très bien. À ce moment-là, il y a le reste du film, il y a des passages qui on l'a dit, qui sont étirés, machin, je trouve qu'ils fonctionnent un peu moins bien. Mais quand t'arrives à la fin, tu fais quand même. Voilà. Bon, où est-ce qu'on le met? Ça, c'est le truc compliqué parce que, en termes de plaisir pur, je te dirais Basile détective privé, m'apporte plus de plaisir. Oui, mais c'est vrai que c'est un Tarkovsky qui est moins fascinant en fait. Je trouve que un Solaris ou un Stalker, c'est bon, tu rentres pas dedans, mais genre quand tu rentres dedans, je pense c'est un film qui te fascine du début à la fin, tu vois. Là, c'est un peu moins le cas, je trouve. Où est-ce qu'on le met? Tu vois, je le mettrais. Tu vois, je mettrais au-dessus du. Je mettrais au-dessus du Tombeau des Lucioles. Écoute, oui, ça me va. En dessous de l'ours. Ouais, ok, très bien. Ça te va? Ouais, ça me va très bien, ouais. En sachant que le Tombeau des Lucioles, voilà, tu te souviens ce qui s'est passé. Je me souviens. Non, c'est ton speed racer à toi dans les années 80. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le Tombeau des Lucioles. Mais voilà. not in my name. not my thing. Le deuxième film de la liste des André en exil, c'est Possession de Andrei Zulawski. Ah bah dis donc, on est dans les... Tu ne devineras jamais qui est le dernier. Non, parce que tu n'as pas idée. Je n'ai pas idée, très bien. Alors, Possession de Zulawski, qui est un film presque culte à cause de son interprétation, en fait, j'ai envie de dire. Comment ça son interprétation? Ah oui, de Adjani. Oui, de Adjani, oui, tout à fait, oui. Donc, c'est l'histoire d'un mec qui rentre chez lui alors que sa femme l'a quitté. Et elle a un amant. Il la soupçonne d'avoir un amant. Et c'est quoi? Il la suit. Oui, c'est ça. Il se met à la suivre. Et il se rend compte qu'il y a un truc qui est bizarre dans ce couple. Voilà, il y a un truc qui est bizarre et surtout chez lui au début. Il y a un truc qui colle pas. Et effectivement. Oui. Et le mec est joué en l'occurrence par Sam Neill. Young Sam Neill qui a l'air aussi vieux qu'avant. Oui, et surtout qui a l'air toujours pas sain. C'est vraiment un acteur qui dégage, je trouve, et c'est pour ça que, à mon sens, Jurassic Park c'est un miscasting formidable, parce que Sam Neill, moi, c'est un acteur qui me met mal à l'aise. Vraiment, il y a un truc chez lui. Bon. C'est vrai qu'il y a un truc bizarre. Ouais. Mais il a joué aussi dans son lot d'horreur et de machin. Oui, c'est le mec de l'Entre de la folie Carpenter, donc forcément ça joue aussi un petit peu. Mais même, je trouve qu'il y a vraiment un truc dans le... Tu vois, là, mais son pire film d'horreur, c'est Octobre Rouge. et encore, il a le rôle le moins flippant. Mais tu vois, dans Jurassic Park, le moment où il parle de la griffe au môme. Ouais. Mais genre, il est flippant. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Tu sais quoi? Je trouve que Sam Neill, il a une tête à jouer dans les films de Joe Dante à vie. Oui, exactement. Il est toujours malsain. Il est toujours le malaise. Qu'est-ce que c'est que ce mec super malsain qui parle à un gosse comme ça, quoi? Et donc... Oui, déjà à ce moment-là, Sam Neill chez Zulawski, bah là pour le coup c'est bon choix de casting, tu vois. On est en plein dedans, quoi. Oui, voilà. Et Adjani, alors il y a un truc avec l'acting de Adjani en fait, c'est que je pense que irrémédiablement son style d'acting a été marqué à jamais par Possession. Oui, elle définit le personnage Adjani en fait. J'ai l'impression qu'elle joue un peu, et on parlait par exemple, je crois que c'était les années 90, de La Journée de la Jupe. Oui. Quand je la vois, j'ai l'impression de voir Possession, et en fait je pense qu'au fond d'elle-même, elle joue comme dans Possession. Oui, non, mais il y a... Dans Belphégor, elle joue comme dans Possession. Oh putain, ça c'est moche, ça c'est très très moche. Non, mais effectivement, il y a c'est ça, pas quoi. dire du mal de Possession, c'est juste dire que l'actrice en elle-même est marquée à jamais. Oui, complètement. Enfin, elle a cette espèce de personnage, voilà, qui rentre dans une espèce
de monde qui est pas tout à fait le nôtre et qui dévie petit à petit. Elle le regrette d'ailleurs d'avoir oui, fait ce film. Ouais, et qui dévie de nous et puis ouais et elle est c'est vrai qu'effectivement c'est Isabelle Adjani telle qu'on va lui reprocher parfois aussi par la suite d'ailleurs. La roue libre. Voilà, les excès du jeu d'Isabelle Adjani, se constituent beaucoup ici, ouais. Et il y a une scène assez culte où la scène du métro. Oui, tout à fait. La scène où elle marche dans le métro, la caméra le suit et elle joue la folie. Et pas genre je marche sur les murs, mais genre. Oui, vraiment, elle est en roue libre totale. C'est très expansif. Il lui a dit vas-y, joue-le comme tu sens. Non, plutôt, joue-le comme je le sens. Et vas-y, sans retenue. Et elle a joué sans retenue. Et je pense qu'elle était vraiment au service de Zulawski. Ah oui, je pense que, de toute façon, la scène à laquelle tu fais référence, je pense pas que tu puisses la jouer si à un moment donné t'as un doute sur ce que t'es en train de faire, tu vois. C'est-à-dire que elle se lâche complètement et elle se dit, je fais confiance à ce type-là et je me donne corps et âme. Et c'est vrai que c'est une scène très étrange. En même temps, c'est le but d'être très étrange, hein, parce qu'il y a vraiment, c'est une scène de possession, de contorsion, c'est très très étrange à regarder, quoi. Je crois que c'est notre premier Zulawski. Sans doute, oui, peut-être. Dans notre liste. Sans doute. Et il y a un côté, il y a pas beaucoup d'aspects en fait, en dehors justement des scènes de pétage de plomb comme ça, il y a un côté très Cronenberg des mêmes années. Tu sais, le côté un peu. C'est vrai. Le côté un peu clinique, un peu froid. Là c'est à Berlin, c'est ça en plus, hein, je crois que ça se passe. Il me semble. Je crois que c'est Berlin, ouais. Il me semble. Très grise à l'époque. Voilà. Ouais, Donc il y a vraiment ce côté, le fantastique et l'horreur qui s'insinuent dans le quotidien morne, quoi. Vraiment, t'as ce côté-là. On parlait de Freddy, qui quand même a une espèce de savoir-faire dans le mouvement de caméra, où tout est au service de. La mise en scène est au service de l'émotion. L'émotion, en c'est la peur. La peur, ouais, tout à fait. Là, tu sens que tout repose sur les acteurs et que en fait tout est un peu. C'est super beau, mais c'est super plat en fait. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Il n'y a pas de. Oui, c'est qu'il y a cette séquence où on a l'impression que la caméra a peur d'intervenir, quoi. Il y a ce côté-là, quoi. Et puis la photo de Bruno Newton, qui a d'ailleurs été le compagnon à la ville de Adjani. D'accord, tu vois, quand le Carnet jour, rose, j'ai vu ça, genre j'ai vu le triangle. Ouais, non mais mine de rien, ça compte, quoi. Ah, ça peut faire des carrières parfois. Hein. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'on va dire où est-ce qu'on va le mettre, Possession? C'est un film compliqué, quoi. Ouais, c'est. Tu vois, je vois ça. En fait, c'est marrant parce que ça fait partie de ces films où je vois vraiment ce qu'il veut faire, où est-ce qu'il veut aller, quand est-ce qu'il veut le faire, mais il y a des fois, ça marche pas complètement en fait. Et il y a des fois, tu te dis, c'est peut-être pas forcément le choix le plus évident. Et en même temps, je pense que c'est un film qui peut fasciner, tu vois. Possession, c'est-à-dire que il y a vraiment un côté fascinant dedans qui peut te faire accrocher à fond les ballons, quoi. Moi, je suis pas très. Je trouve que Nostalgia, par exemple, est plus fort. Oui, je préfère aussi. Nostalgia me semble plus maîtrisé et plus intéressant, quoi. Tu vois, par exemple, en termes d'acting. Qu'est-ce qui va me sortir? Tu vois, je vois Batman, Jack Nicholson, tu vois, un peu. Papy fait de la résistance avec Gérard Jugnot. Mais si, on n'est pas très loin d'Isabelle Adjani en termes de jeu, hein, quand il fait. D'accord. Quand il fait Ramirez, tu vois. Allez, je te tends. Entre Papy fait de la résistance et Batman. Ça va très bien. Je sais pas comment on est arrivé à cette déduction, mais voilà. C'est gravé dans le marbre à jamais. Possession de Andrei Zulawski, qui est né dans la même ville que ma mère. Voilà. J'ai découvert ça au passage. Dernier film de la liste, c'est Tango et Cash de Andrei Konchalovsky. Mais oui, putain, mais évidemment. Tous les Polonais sont passés aujourd'hui. Exactement, mais oui, j'aurais dû m'en douter. Tango et Cash, Sylvester Stallone, Kurt Russell, un flic en jean, un autre en costard cravate. Ils sont les deux meilleurs flics de Los Angeles et il y a un méchant français qui veut leur faire du mal et qui les fout en taule pour un faux meurtre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils vont faire la paire pour essayer de défourailler les méchants. Voilà. C'est aussi con que ça. C'est aussi con que ça. Le film s'ouvre par un plagiat de Police Story. Oui, on parle en ce moment beaucoup des plagiats à cause de. Je sais pas si tu l'as vu, mais tu sais, pour les stand-up, les spectacles de stand-up. Ah oui, de Thomas Sisley, ouais.
Et c'est vrai qu'il y a toujours une frontière entre hommage et plagiat. Là, il est délibéré. Stallone leur a, Stallone leur a dit, ouais. Il leur a dit, bon bah voilà, j'ai regardé Police Story, j'ai regardé tout ça. Il leur a montré les cassettes vidéo. Il dit, je veux qu'on refasse ça. Ouais. Et donc du coup, voilà, c'est comment on se retrouve avec des scènes de pur plagiat. Quoi. Voilà. Et c'est tout le problème, c'est que contrairement à certains réalisateurs qui font du recyclage, mais qui le font qui le digèrent vraiment à leur façon. Au hasard Tarantino, là vraiment c'est quasiment du plan pour plan, et surtout à aucun moment tu n'as de moyen, que ce soit par le film même ou par la communication du film, de savoir que c'est une Police Story. C'est-à-dire que Tarantino peut lui reprocher tout ce que tu veux, mais déjà il fait pas du plagiat plan par plan, il fait du remix, un peu comme les rappeurs quand ils font du sample en fait. Et surtout Tarantino il va te parler des films qui ont inspiré tel truc, tu vois. Si tu veux trouver la source, tu la trouves. Là on est vraiment dans la réappropriation, genre il y a un mec qui a une idée géniale, on va faire pareil, et ça, voilà, je l'avais à mon compte quoi. Non mais voilà, donc déjà ça pose là. Après la séquence elle est réussie, bah oui forcément elle était déjà réussie dans Police Story, donc oui elle est réussie quoi. Et quand Kondrzewski se fait virer en plus du film, en fait, il y a Albert Magnoli qui est crédité, mais en fait, il y a eu d'autres réalisateurs qui ont été crédités. En fait, la production n'a pas aimé son style. Lui, il allait dans un truc super sérieux, un peu dark. Et les producteurs, eux, ils voulaient de la vanne. Voilà, oui, bah ils ont eu de la vanne. Hein. Ah, ça, ils ont... Et du coup, le film a été complètement remanié. Si vous vous intéressez à la production compliquée des films, je vous conseille de regarder celui-là, quoi, parce que vraiment, en coulisses, il s'est passé exactement le twist des années 80, quoi. C'est le moment où ils se sont dit non, on est allé trop sérieux, on va aller dans la grosse déconne. Et c'est les dernières années de grosse déconne avant qu'ils retombent justement dans le sérieux. Ouais, voilà. Et effectivement, enfin, c'est un film qui est complètement débile. Enfin, moi, il y a l'un de mes dialogues préférés, c'est quand à un moment donné ils sont à la cour de justice et que le suspect raconte comment Kurt Russell s'est assis sur lui avec une chaise. Il se retourne et puis il fait ouais, j'ai pas trouvé de piano. Ça n'a aucun sens, mais ça me fait rire. C'est vrai que c'est... Quand tu y penses, c'est pourquoi tu sors ça n'a aucun sens. Pas envie de t'asseoir sur un piano. Enfin, je veux dire, voilà, c'est complètement débile. Mais c'est tellement grotesque que ça me fait rire, quoi. Et c'est un film produit par John Peters. C'est lui, justement, qui a... On en a parlé, John Peters, c'est le producteur de Batman et qui s'est rendu célèbre par Wild Wild West, donc le film d'action dont on a parlé dans les années 90. Qu'on a beaucoup aimé, je crois. Hein. Qu'on a beaucoup aimé, puisqu'en fait, c'est le producteur qui avait le vent en poupe. C'est vraiment le Hollywood on Fire. Lui-même était... c'est une rising star. On en avait parlé à l'époque. Je vous conseille vraiment de regarder l'épisode de Wild Wild West, je pense. Je crois que c'est Wild Wild West où on en a beaucoup parlé. Oui, il me semble, c'est possible. Et où Kevin Smith adore raconter comment il a failli devenir le réalisateur de Superman... de Superman et qui ces histoires d'araignées en métal, d'araignées robots. C'est John Peters, c'est vraiment une figure du cinéma de l'époque, et c'est lui justement qui a décidé que non, il faut qu'on mettez-moi de la grosse déconne là-dedans. Oui, voilà. Donc non mais oui, c'est effectivement ce film. C'est un pur produit. Enfin, c'est pas une vision de réalisateur de quoi que ce soit. Enfin voilà, c'est un pur produit qui ne repose que sur. D'ailleurs, la séquence d'intro repose en partie aussi sur une blague méta sur Rambo. Donc vraiment, oui. on est vraiment typiquement dans le pré-méta. On prend Stallone parce que c'est Stallone, on prend Kurt Russell parce que c'est Kurt Russell. Et heureusement qu'il y a le nom des personnages dans le titre, sinon on se rappellerait pas de leur nom, quoi. T'as vraiment ce côté-là. Mais à côté de ça. C'est un film, il va tellement loin dans la stupidité que je ne peux que l'aimer. La séquence de fin, ils vont chez un mec qui leur passe une bagnole blindée. Ils font ouais, trop bien, et puis ils foncent avec une bagnole blindée. Il y a des camions de chantier qui leur foncent dessus. Ça tire dans tous les sens, il y a des explosions. Il y a des mecs qui pop, tu sais, comme dans les jeux vidéo des années 90. Tu sais, tu tournes un couloir, t'as l'endroit où ils spawnent, bah pareil. Et ça n'a aucun sens. Il y a un mec qui se fait grenader la gueule. Et oui, c'est vrai. Voilà, c'est nawak. C'est nawak. Il y a Terry Hatcher qui est perdu en plein milieu de tout ça. Terry Hatcher qui était la bombe sexuelle de... Voilà, elle joue d'ailleurs une stripteaseuse parce que finalement... Parce que c'est un film des années 80. C'est un film des années 80 et généralement les femmes dans les films des années 80 ne servent qu'à ça. Voilà, donc, tu veux croire. Donc forcément elle joue une stripteaseuse. C'est absurde, c'est débile. Mais je le mets pas très haut. Moi c'est un film que je prends un énorme plaisir à regarder à chaque fois. Oui, parce que... c'est un film génialement bête. Ouais, c'est voilà. Mais tu vois, un film génialement bête, je préfère... Roadhouse déjà. Je préfère Roadhouse évidemment, mais je préfère View for a Kill. Ah non, quand même pas. Moi, Attends, où est-ce qu'il est View for a Kill me fait hurler de rire, quoi.
Eh ben écoute, est-ce qu'on peut le laisser juste au-dessus? D'accord, ok. Tango et Cash, donc un gros film malade en fait, hein. On peut pas te dire le contraire. Donc Tango et Cash, intégré à la liste. Est-ce qu'on se ferait pas une dernière petite liste? Ah bah bien sûr, quand c'est une petite liste là. On Tu est en veux, forme, tu on est veux prêt? Ah bah T'es ouais. chaud? Ah je suis chaud, chaud C'est bouillant. vrai, je vais choisir une liste où il y a aucun film que t'as vu, comme ça tu vas devoir rattraper. Quel connard. Non, allez, on va faire une liste qui nous est envoyée par JB Deluxe. Merci JB Deluxe. Et le premier, et c'est une liste qui s'appelle Génération Mitterrand, tout simplement. Bah oui, Je pense que c'est une référence à la date de sortie des films. 81 donc. 80, ouais, et aussi à la date de sa naissance. Et le premier film de cette liste, c'est Das Boot. De Wolfgang Petersen. Ouais. Donc un film sans trampoline cette fois-ci pour Wolfgang. Voilà, alors, revenez sur les épisodes des années 2000, on parle de l'amour des trampolines pour Wolfgang Petersen vu qu'il a réalisé 3. Non, c'est en plus Brad Pitt sur un trampoline, putain, immortel. voilà, en plus c'est complètement injuste de commencer comme ça, mais ça me fait rire parce que c'est un film absolument sérieux, Das Boot, donc le bateau, je crois chez nous tout simplement, hein, qui est un film d'un sous-genre à part entière du cinéma, qui est le film de sous-marin. Il n'y a pas beaucoup de films de sous-marins, mais vraiment, si tu regardes bien, ils sont tous un peu structurés sur le même, un peu sur le même schéma. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses que tu peux faire narrativement dans. Voilà, c'est globalement des hommes qui sont sous la pression, qui sont isolés. Du bridge drama. Voilà. C'est-à-dire, ils sont sur la passerelle et parfois ils sortent de la passerelle. Et les séquences en général sont que des stock shots ou des trucs bricolés. Non, pas dans l'occurrence, pas dans Das Boot. Pas dans Das Boot, ouais. Ils sont cassés le cul, mais ce que je veux dire, c'est que tu montres un sous-marin dans un sens ou dans un autre. Oui, le spectateur n'y voit que du feu, quoi. Bah, en même temps, autour de lui, c'est tout bleu, avec 2-3 trucs en suspension. Donc forcément, ouais, au bout d'un moment. Et puis ce qui compte dans les films de sous-marins, faut le dire, c'est le sonar qui fait. Voilà, exactement. Tu sais, il faut un petit sonar en écho au loin, voilà. C'est un sous-genre en soi, voilà. Donc oui, donc c'est un film de guerre aussi. Donc Deuxième Guerre mondiale avec un équipage allemand dirigé par le charismatique. J'aime beaucoup cet acteur Jürgen Porschnow. Qui joue aussi dans L'Antre de la folie, décidément, on en parlera beaucoup aujourd'hui. Voilà, et donc ça raconte l'histoire d'une mission. Ils partent pour l'Atlantique Nord, et évidemment, ça raconte en fait tout le côté quotidien. Qu'est-ce que ça fait d'être enfermé avec 60 autres mecs dans un espace confiné? Qu'est-ce que c'est d'être dans une boîte de conserve et d'essayer d'accomplir ta tâche et de rester à peu près droit dans ta tête, quoi. Tu nous parles du métier d'être prof, là. Oui, il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça. Mais voilà, donc c'est à peu près... Ouais, voilà, c'est un film vraiment sur le quotidien du sous-marinier, quoi. On n'est pas dans, comment ça s'appelle, dans USS Alabama, où l'enjeu c'est sauver le monde d'une guerre nucléaire, machin. Octobre Rouge, on est dans la grosse pitrerie. C'est pas de la pitrerie du tout, Octobre Rouge. Je suis désolé, Octobre Rouge, je sais que je n'y crois jamais, hein, moi, Ouais, non, mais tout ça parce que t'as un mauvais a priori, mais c'est un excellent film d'action. Là, mais... Je crois que ce film a plus d'a priori que moi, parce qu'il prend des Russes pour ne pas leur faire parler russe. Enfin, mais si, il parle russe au début. Oui, il y a deux acteurs qui parlent russe, et après... Non, tu sais que c'est pas du russe qu'ils disent. C'est des trucs inventés. Ah bah ça peut être, je sais pas. C'est Michel Leb qui fait gnang, c'est à ce niveau-là, quoi. Ça peut être, mais à ce moment-là, je veux dire, tu remets en cause 90% de tous les films où des mecs ou des mecs allemands parlent anglais entre eux parce que c'est un film qui a été tourné par des Anglais. Donc, non, je parle pas de ça, je parle vraiment du fait qu'ils parlaient pas russe. Mais bon, là en l'occurrence, ils sont tous allemands. Et voilà, et c'est pas du tout un film d'action. Enfin, on est vraiment sur le côté quotidien, oppressant de la vie quotidienne. Et ça dure 3 heures. C'est 3 heures. Ça dure 3 heures, et je crois qu'il y a même un long cut, un montage. Alors je sais pas quand est-ce qu'il date. Je sais même pas s'il est sorti en fait. Mais je crois qu'il y a un montage qui doit durer 5 heures ou un truc comme ça. Enfin, il y a vraiment un truc. Un montage super long qui a été envisagé ou tourné, alors je sais plus, mais je crois qu'il y a effectivement il y a un montage de quasiment 4 heures qui existe à un moment donné, je sais plus, voilà, donc vraiment c'était le but du projet, c'était faire un film sur très long et très écrasant sur le quotidien du sous-marinier, quoi.
Je sais pas trop quand même si tu es avec ce film parce que je n'y prends pas beaucoup de plaisir en fait. Je pense que il y a beaucoup de drama. Quand il y a du drama, ça fonctionne vraiment bien. Tu sais, il y a des scènes de suspense quand même. Oui, bien sûr. De toute façon, oui, c'est le genre d'endroit où la moindre erreur, tu la payes cash. Hein, voilà, c'est. Et je suis d'accord que en termes de film de guerre, ça se pose là. Mais j'arrive pas complètement à y prendre plaisir. C'est un film que je trouve assez étrange. Alors, je sais qu'il est énormément apprécié par beaucoup de gens. Et c'est vrai qu'il a un caractère très atypique. Enfin, voilà, c'est intéressant justement de voir la guerre par le petit bout de la lorgnette. Puisque finalement, ces types-là participent à la guerre, mais n'ont qu'une vision très parcellaire de ce qui se passe, et ils ont que leur mission pour eux, tu vois, t'as vraiment pas le côté global, etc. Donc Ou politique, oui. Oui, politique, t'as vraiment des soldats qui, par le petit bout de la lorgnette, qui doivent faire leurs choses à leur échelle, et essayer de le faire sans avoir la vue d'ensemble. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est vrai que... c'est un film qui tombe peut-être un peu dans son propre piège par moment, quoi. Que oui, les scènes du quotidien, les acteurs sont convaincants, il y a des idées de ça, mais bon, il y a des moments tu te dis est-ce que c'était nécessaire d'en faire autant, surtout quand tu te dis que la version de base fait 5 heures. Bon. Alors je regarde, il y a 293 minutes le dernier cut. Ah bah voilà, donc j'étais pas loin, quoi. Où est-ce qu'on met Das Boot? Où est-ce qu'on met Das Boot? Alors là, je te parle en termes de ressenti pur. Je préfère Tango et Cash. Ah ouais, mais ça... Je préfère Nimitz, même, pour te dire. Ouais, mais je trouve ça vachement injuste quand même, tu vois. C'est vrai, je comprends ce que tu dis. Je trouve ça quand même vachement injuste. Mais un film de guerre, je mettrais pas sous Top Gun. Je mettrais pas au-dessus de Top Gun. Alors sous Top Gun, juste sous Top Gun. Sous Top Gun. Et au-dessus de Willow? Non, mais laisse-moi Willow. Ah non, laisse-moi Willow en dessous. Tu sais que les fans de Willow, ils pleurent là, chaque jour que tu dis ça. Oui, c'est vrai. Mais ils vont former un club avec les fans de l'Empire contre-attaque. Et c'est quoi déjà notre hook aussi? Ok, Das Boot. Ouais, je ne connais pas ce film. Il n'existe pas. Ouais, mais tu fais ton Spielberg là. Non, je ne vois pas du tout. Tu veux qu'on parle de la ligne verte? Attends, envoyez des courriers à Daniel pour vous parler de la ligne verte, les gens. Voilà. Et si vous êtes gentil, que vous m'avez donné la somme correspondante, je vous donne son adresse postale pour l'envoyer chez vous. Alors, le deuxième film de sa liste, c'est Le Professionnel, que tu connais peut-être. Le Professionnel, donc avec Bebel? Ouais, de Lautner. Ah, mais évidemment. Mais voilà, on tombe sur un scénario de Jacques Audiard. On tombe en pleine Bebel exploitation. Voilà. Jacques Audiard qui fait beaucoup. Ah non, pardon, excuse-moi. Non, j'ai parlé de l'autre Audiard. Oui, c'est l'autre Audiard. Ouais. Reprends. On tombe en pleine Bebel exploitation. Hein, Bebel, les années 80, c'est les années magiques ou c'est les années Toc Toc Badaboum. Les années Toc Toc Badaboum, les années viriles de Belmondo. C'est aussi un film qui est connu bien malgré lui par Ennio Morricone avec la musique de Royal Canin. C'est vrai. C'est que, bon, alors, les jeunes aujourd'hui, ça leur évoquera rien du tout. Mais pour les gens de notre génération, en fait, la musique du film a été reprise par la pub Royal Canin avec le chien qui court au ralenti. Et donc, c'était des pubs qui passaient 40 fois par jour. Voilà, donc, au bout d'un moment, forcément, t'associais la musique à la pub. Et quand tu regardais le film, c'était. Quand tu regardes le film, tu fais ah putain, Royal Canin. Voilà, tu t'attends à voir Robert Hossein, parce qu'il y a Robert Hossein aussi dedans, courir au ralenti pour rejoindre Belmondo, quoi. Donc, ça fait partie de ces espèces de dissonance en fait culturelle qui arrive bien malgré le film, que voilà on en parlait parfois. Justement tu parlais de Dark Knight Returns, c'est un peu ça, c'est à dire que Dark Knight Returns au bout d'un moment il a influencé tellement de gens et t'as tellement l'habitude de reprendre les trucs détournés que quand tu reviens dessus au bout d'un moment tu peux plus t'empêcher de voir la semi-parodie, tu vois ce que je veux dire, quoi. T'as vraiment ce côté là avec la musique qui est un peu déstabilisant, mais bon, vous qui êtes jeunes, parce que je sais que notre auditoire est particulièrement jeune, ça c'est que des vieux grabataires comme nous, ça va pas forcément influencer. Donc l'histoire du Professionnel, c'est en fait tout simplement c'est la mémoire dans la peau avec Belmondo. C'est aussi simple. C'est littéralement ça, c'est-à-dire que c'est un super agent chargé d'assassiner un leader politique d'Afrique noire random. Il se fait arrêter. Entre-temps, il reste en tôle pendant X années, et entre-temps, quand il ressort, la France est devenue amie de cette dictature d'Afrique noire, sauf que lui, il est pas au courant, et il ressort, il a qu'une seule idée, c'est terminer sa mission. Et Robert Hossein est là pour l'en empêcher.
Et je crois que c'est le... Je crois que je sais pas si c'est un président... Si, c'est un président, quoi. C'est le président qui est chargé d'assassiner. Oui, bien sûr, oui, c'est le président, parce que oui, c'est le président qui est chargé d'assassiner, son homme de main, c'est Pascal Nsonzi, qui ensuite on reverra, Ouais. Malheureusement dans Les Visiteurs 3. Dans Visiteur 3, ouais. Mais aussi dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. C'est le meilleur dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, donc je pensais que C'est pour ça que t'en parles. Ouais. Et donc voilà, c'est un espèce de film d'espionnage / action à la bébelle. Action à la bébelle avec voilà, c'est vraiment un film de bébelle typique avec des punchlines de la et des punchs tout court. Voilà, Il tabasse. Et des points dans la gueule parce qu'on est là pour ça. Des postures aussi. Enfin, t'as vraiment ce qu'il adorait faire. Bebel, c'était avec son jean un peu trop serré, tu sais. Sa veste qui s'arrête au-dessus de la taille. Il adore se mettre debout et avec les hanches légèrement de côté. Tu sais. Oui, c'est son truc, ouais. C'est le truc de Bebel avec son jean moule burne. Et donc là, on est vraiment en plein dedans, quoi. On est vraiment plein dedans. Tu sais, c'est comme les blogueuses mode, elles ont toujours l'angle. Elles connaissent l'angle de la photo parfaite pour elles. Et ben voilà, c'est ça que... Lui, il connaissait exactement ce qui fonctionnait le mieux pour Bebel. Voilà, exactement. Donc c'est réalisé par Georges Lautner, on l'a dit. C'est pas un très grand travail esthétique. Hein. Enfin, voilà, c'est... si tu regardes bien, en fait, c'est pas un Bebel extraordinaire non plus. Voilà, c'est pas... Et donc, on l'a dit, c'est scénario de Jacques Audiard, mais Oui. les dialogues sont de Michel Audiard. Voilà, exactement. Michel Audiard qui fait reparler de lui en ce moment. Je sais pas si tu as vu l'actualité. Ah non, j'ai pas fait gaffe. Ah bah, il y a en ce moment, je crois que j'ai lu un article dans Le Monde et un article dans l'Obs sur son passé malheureux, il était un peu collabo, quoi. Ah d'accord, non, j'étais pas du tout au courant. Il écrivait des trucs un peu je t'enverrai les articles si tu veux. D'accord, Et oui, donc, c'est il n'en sort pas grandi. Après, il était très jeune et tout, mais ça n'excuse absolument rien sur le mec qu'il a été, quoi. Ah bah écoute, du coup, non, Et encore une fois, on l'a dit pour l'épisode précédent où on a parlé de Harvey Weinstein, on fait le distinguo quand même entre l'œuvre et le... Et l'homme. Et l'homme, ouais. C'est que si ça tenait que à la portée des hommes, tu vois, genre Easy Rider serait au fond du caniveau, quoi. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Et puis surtout... pour prendre juste l'exemple d'un réalisateur, enfin d'un acteur-réalisateur qui tabassait sa femme, quoi. Voilà, et c'est effectivement, c'est tout à fait. Donc, bon, mais bref, du coup, pour en revenir au professionnel, oui, c'est vrai. C'est un film que moi j'aime beaucoup parce que c'est Belmondo. C'est Belmondo qui colle des pains. C'est Belmondo qui fait un duel de western avec Robert Hossein. Cette scène qui, à mon avis, si tu la regardes d'un œil tout à fait franc et détaché, n'a pas beaucoup de sens. Mais voilà, c'est un film que j'ai une énorme affection pour lui parce que ça fait partie vraiment d'un héritage cinématographique avec lequel j'ai grandi. Enfin, je veux dire, les Bébel, moi je l'ai regardé. Moi, je l'ai regardé 15 fois. Mais moi aussi, j'ai regardé 30 fois fois par an, je les ai enregistrés. J'ai même niqué plusieurs bandes. Putain, j'ai eu peur de ce que t'as dit. Ah non, Daniel. J'ai niqué d'ailleurs plusieurs bandes dans le Mitoscope à force de les regarder. Voilà, c'est vraiment pas le meilleur des Bebel Movies. Mais tu y trouves du spectacle, tu y trouves de la poursuite en bagnole, de la castagne. Surtout, tu y trouves le Bebel que tu veux, quoi. Voilà, le Bebel que tu veux. C'était avant qu'il y ait une espèce de lassitude de cette formule. Voilà, exactement. De la castagne, du bon mot. Du toc-toc badaboum. Voilà, c'est le toc-toc badaboum. Le toc-toc badaboum est élevé au rang d'art, quelque part. Voilà, c'est ça. Où est-ce qu'on le met ? En sachant que toi, tu es très Bebel sexuel. Donc bah ouais, je suis finalement Bebel sexuel. Je te laisse donner le là. Et ben tu vois, je le mettrais entre Les Portes du Paradis et L'Allée du Dragon. Ah ouais. Ok, je te suis. Aucun problème avec ça. Eh ben écoute, parfait. On est drôlement en accord, tu vois. Mais on va le redire encore une fois, c'est les années 80, donc c'est des années où quand même la qualité du cinéma est... pour nous trouver des vrais daubes, c'est compliqué, quoi. Ouais, et puis surtout, soyons honnêtes, on a un rapport affectif à ces années-là qui est pas le même. Enfin, je veux dire, beaucoup de films qui sont dans cette liste sont des films qui nous ont construits en tant que cinéphiles. Donc forcément, tu ne regardes pas de la même façon que tu regardes le dernier truc qui vient de sortir au Cinoche, quoi. Enfin, t'as forcément pas la même approche. Voilà, donc de toute manière, ça fait partie du jeu aussi. Mais bon, c'est ça, la gravure dans le marbre, hein, à ses propres règles auxquelles nous devons nous soumettre. Bien écoute, c'est gravé dans le marbre. Et un dernier film pour aujourd'hui.
tu sais bien que je pouvais pas commencer de revenir à une décennie sans parler d'un James Bond. Ah, c'est lequel qui est sorti en 80 alors du coup Qu'est-ce qui est sorti d'après toi? C'est Vivre et laisser mourir, non? Non, on l'a déjà vu en plus dans les années 70. Ah, c'est les années 70. En plus, je suis con, oui. Ouais. Qu'est-ce que ça peut être? Attends, c'est pas Octopussy, non? Non, mais pas Non. loin. C'est celui d'avant. L'homme au pistolet d'or? Non, c'est après. C'est après. Putain, tu les as tous dit, tu les as triangulés. Ouais, c'est ça, c'est lequel? Bon, c'est Roger Moore, c'est sûr. Il y a eu. C'est pas l'espace. C'est juste après l'espace. C'est celui l'espion qui m'aimait. Non. C'est pas l'espion qui m'aimait, c'est comment il s'appelle? T'es pas loin. Attends, je putain, sens que tu brûles. Je l'ai sur le bout de la langue, putain. Attends. Qu'est-ce qu'il y a dans ces années-là? C'est celui avec Carole Bouquet. Oui. Et attends, du coup, je le trouve plus long. C'est Rien que pour vos yeux. Voilà. Oh putain, je suis trop fort. Et alors là, bravo. Putain, mais c'est compliqué là. Il y en aura 25 bientôt. Là. Oui, c'est ça. Au bout d'un moment, je suis partout mélangé, quoi. Alors, For Your Eyes Only est un film pas compliqué parce que ce qui s'est passé, c'est que juste avant, il y a eu Moonraker. Oui. Et du coup, ils se sont rendus compte qu'ils ont été un peu trop loin dans la pitrerie. Moonraker avec George Belair, hein, il faut le rappeler. Moonraker avec George Belair dans l'espace. et avec Jaws qui est resté dans l'espace. Enfin, il est redescendu, semble-t-il. Mais... Et du coup, ils se sont dit, on a été un peu trop loin, il nous faut qu'on revienne à... C'est déjà le reboot, le dark reboot de James Bond. Ils disent, on va en faire For Your Eyes Only. Donc d'ailleurs, en plus, il commence à manquer de titres de bouquins de Ian Fleming. Donc d'ailleurs, celui-là, c'est... Le scénario de celui-là, c'est déjà le combo de plusieurs nouvelles, tu vois. Déjà, Ouais, c'est ça. Ils ont assemblé plusieurs nouvelles pour essayer de... Ils commençaient déjà à manquer de matos. Et du coup, et même le titre, je crois que le titre, c'est même pas le titre de Ian Fleming. Et du coup, c'est un peu dark. Et à part le début qui est vraiment très très bizarre, avec Roger Moore qui tue Blofeld, qui n'est pas name droppé. Et alors, il faut l'expliquer, c'est qu'à l'époque, Blofeld, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a le procès. Ils sont en plein procès pour les droits. Opération Thunder avec McClory. Et donc, du coup, ils n'ont pas le droit d'utiliser Blofeld. Ils n'ont pas le droit d'utiliser Blofeld. Ils n'ont pas le droit d'utiliser le mot spectre. Et du coup, ils tuent le mec, mais genre vitef, tu vois, au détour de genre, c'est la fameuse scène de l'hélico. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, on voit au début James Bond devant la tombe de son épouse. Je crois que c'est la première fois ou deuxième fois qu'on reconnaît qu'il y a une espèce de continuité dans James Bond. Qu'il y a un ensemble canon en fait. Une espèce de story arc. Voilà. Et d'ailleurs, c'est bizarre qu'il ait fait faire à Roger Moore et pas à Sean Connery d'ailleurs quand Sean Connery est revenu, mais voilà. Et du coup, c'est un film bizarrement très très noir et très très beau, aussi bien filmé que un peu chiant. C'est un James Bond qui est assez en même temps, c'est en termes de filmé en Italie et en Grèce. Ça rend vraiment super beau. Et en même temps, choisir Carole Bouquet en tant que James Bond girl, tu le places là parce que dans la catégorie frigo ambulant, voilà, c'est l'intensité. Tu parles de ce qu'on appelle une beauté froide. Voilà, une beauté froide. Voilà. L'intensité du désir qui brûle dans les yeux de Carole Bouquet. Bon, c'est pas exactement le trip, quoi. Donc. Non, c'est pas. Il couche avec, hein, bien sûr. Et évidemment. Mais t'as vraiment ce côté, t'as vraiment l'impression, genre, elle lui rend un service, tu sais. Ça m'a toujours fait ça. Alors, c'est un des premiers James Bond où la femme a vraiment un arc narratif, puisque elle veut se venger de Christatos, excuse-moi, je confonds les Grecs, qui est joué par Julian Glover. Est-ce que tu vois qui est Julian Glover? Bien sûr, Julian Glover, c'est le méchant américain de la dernière croisade. Voilà, exactement. C'est putain, les gens là, tout d'un coup ils l'ont là. Vous savez, le mec qui choisit la mauvaise coupe à la fin. Voilà, le mec qui choisit, le mec qui pourrit en quelques secondes. Lui. Et vous le connaissez aussi. Franchement, je pense que vous l'avez déjà vu. Si vous avez vu Game of Thrones. Il joue dans Game of Thrones. Il joue dans Game of Thrones et attention, il est... Ah merde, je peux pas dire ce qui lui arrive, mais il se fait poignarder par... attention, spoiler Game of Thrones. Attention, zappez la prochaine minute. Il se fait poignarder par plein d'enfants. Tu le remets? Julian Glover? C'est Grandmeister Pycelle. Grandmeister Pycelle. Ah oui, exact. Et il a 90... Enfin, j'exagère, mais il a 18 000 ans à l'écran, quoi.
J'avais pas fait gaffe. Voilà, il joue Mais- Grandmeister Paisel. Mais en plus, fin du spoiler Game of Thrones, il y a un autre acteur de Game of Thrones qui joue dans Ring pour vos yeux. Parce Ah mais oui, il y a bien Charles sûr. Dance dedans. Il y a dans- Charles Dance. Oh Char- putain, bien vu. le patriarche des Lannister, voilà. Et il joue, oui voilà, et lui il joue un homme de main, il joue un henchman quoi. Un henchman. Et Charles Dance qui est quand Charles même Dance, quel grand acteur. qui est quand même- J'adore dans, Charles Dance. dans la catégorie homme de main du cinéma. C'est l'un des plus mémorables dans Last Action Hero, quoi. Last C'est- Action Hero, putain, Bah oui. dans Last Action. Putain, j'adore Charles Dance. Et ce qui est génial, c'est qu'à force de l'avoir vu en homme de main dégueulasse, je n'y crois plus en tant que gentil. Ah bah non, il peut plus, c'est fini. Moi, C'est dès que fini. je le vois, je me dis, ah, c'est. Il va me poignarder. Non, exactement. C'est genre, non, c'est pas possible, quoi. J'espère qu'il aura jamais de procès, jamais de problème avec la justice parce qu'il va être. C'est comme Gary Sinise, il est coupable d'avance. Bah, moi, j'ai un peu le même problème avec Ronnie Cox. C'est marrant, on a tous notre coupable. Voilà. Ronnie Cox que je ne peux plus voir en gentil flic dans Flic de Beverly Hills parce que pour moi, c'est le salaud des films de Paul Verhoeven. Et c'est vrai. un salaud tellement énorme, enfin dans Robocop ou dans C'est vraiment un fils de pute, ouais. ouais, dans Robocop c'est un fils de pute ultime, et pareil dans comment ça s'appelle, celui adapté de Philippe Cadic avec Schwarzenegger dans Total Recall. Ouais. Voilà. Pour moi, à jamais Ronnie Cox il pourra danser à poil avec une pute dans le cul, ce sera toujours ce mec là, il pourra jamais rien faire d'autre, tu vois. Et quand je regarde rétrospectivement Retour vers le futur, je me dis putain, il va venir et il va liquéfier le visage d'Axel Foley, quoi. C'est vrai. Mais tu sais qu'il y a d'autres personnes connues au générique, si tu veux faire du trivia, du full trivia. Je crois qu'il y a Jeremy Bullock. Et alors, est-ce que tu vois qui est Jeremy? Oh, putain, on en a parlé juste avant. Jeremy Bullock, c'est il joue un mec chez Q, tu sais, Q qui lui montre les gadgets. Et je Ouais. crois qu'il porte un plâtre ou un truc comme ça. Jeremy Bullock, c'est l'acteur qui jouait Boba Fett. Bah oui, exact, Voilà. oui, tout à fait. Qui joue Genre vraiment le caméo gratuit quoi. exactement. Le mec que tu retrouves dans les Comic-Con de Sarcelles, par exemple. Genre, hey, on l'a trouvé, c'est lui. Oui, et en plus, il faut pas considérer la nouvelle trilogie parce qu'ils ont mis un nouveau gars, tu sais, c'est l'effet James Earl Jones. Non, Oui. non. Nous, on garde notre. Moi, c'est Jeremy Bullock. Exactement. Donc voilà, on a parlé de tous ces trucs pour dire que c'est un peu un film chiant parce que je suis désolé, mais après, ça, on peut dire ça de tous les James Bond, tu leur enlèves un quart d'heure, 20 minutes, et en général. Oui. Ah, non, mais c'est vrai qu'en plus, et ça, c'est vrai que d'une manière générale, les James Bond, surtout de ces années-là, parce que je trouve entre fin des années 70 et début des années 2000, il y a vraiment un côté hyper vieillot en fait, dans la façon de les faire. C'est très étrange. J'ai revu ça récemment quand je m'en suis fait 2-3, et c'est vrai que tu te rends compte que, ouais, 20 minutes en moins, ce serait pas de refus, quoi. Et c'est réalisé donc par John Glenn, qui est un peu le mec des années 80. Il a réalisé tous les James Bond des années 80. Oui, c'est ça. Octopussy, View for a Kill, Living Daylight et License to Kill. Et il a même réalisé License to Kill, qui est complètement, genre pas du tout le même genre, mais il s'est adapté un peu à l'esprit de son temps, quoi. C'est un peu la, comment dire, c'est aussi un réalisateur, je crois qu'il a réalisé un épisode de L'Aigle de Fer, tu vois, donc on est quand même dans un type, c'est pas vraiment un auteur, tu vois. Oui, alors, il a comme tous les autres, tu sais, c'est une grande famille, la famille Eon Productions, et il a été monteur, il a été réalisateur de deuxième équipe. Enfin, oui, tout à fait. Ouais. Tu sais, il est monté en grade comme les autres d'ailleurs sont montés en grade avant lui, quoi. Et du coup, pour mettre un peu en valeur le fait qu'il change de registre, que maintenant il revienne à un truc plus sérieux, ils font exploser. Il y a très peu de gadgets et ils font exploser la Lotus Esprit. Oui, la Lotus Esprit tout à fait. explose. Ouais. Et du coup, ils sont obligés de prendre la Citroën. Mais c'est une Citroën. Alors, c'est superbe serre de course-poursuite. Ah bah, Rémi et Julienne. Voilà, Rémi et Julienne en dodoche. Vraiment, tu peux pas tester. En plus, et c'est marrant parce que t'as vraiment un truc t'as deux trucs qui sont caractéristiques chez Julienne, pour moi. C'est faire des cascades qui sont beaucoup basées sur le pilotage vraiment pur, et avoir un moment un peu what the fuck, tu sais, genre la bagnole qui se coupe en deux, genre comme il a fait dans View for a Kill. View for a Kill, comme la statue qui tombe sur le char. Enfin vraiment, tu sais, t'as toujours un moment vraiment what the fuck, et en fait, si tu regardes bien le reste du temps, c'est vraiment du pur pilotage. Et surtout, ce que j'adore chez Julien, c'est cette façon de travailler
avec des bagnoles qui ont l'air a priori pourries. Enfin, c'est un mec qui pourrait te faire des poursuites avec des trabants, tu vois. Et là, justement, la Dodge, enfin, c'est tellement Rémi Julien, quoi. Il est bon quand il se met des limitations et tout. Ouais, Remarque, j'adore les cascades de License to Kill aussi. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est là où il est le meilleur, effectivement, c'est quand à un moment donné, il a pas des purs bolides sur des circuits, mais quand c'est des espèces de routes un peu merdiques où il faut chasser du cul avec des bagnoles pourries. Et voilà, pour moi, Rémi Julien, c'est ça, quoi. C'est le mec qui t'a vendu des bagnoles comme ça, avec des cascades comme ça, quoi. Et puis, c'est un peu le changement de formule parce que on perd Ken Adam, je crois qu'il ne fait rien du tout sur le film. Je crois qu'il y a John Barry ne fait plus rien sur le film. Et du coup, c'est Bill Conti, je crois, qui s'occupe. C'est Bill Conti, tu vois Bill Conti de Rocky. Oui, je crois que le nom de Bill Conti m'évoque quelque chose, ouais. Et donc, Bill Conti, c'est Charlton Heston. C'est pas les meilleures musiques non plus de James Bond. Non, c'est assez transparent, ouais, quand même. Bah, c'est un peu. Tu sens que Bill Conti il a utilisé les chutes qu'il avait des films précédents, quoi. Il y a des trucs, tu te dis, hop, ça, j'aurais mis ça dans Rocky, tu vois. ou dans Karate Kid. Mais tu sais, s'il faut, c'est ce qui s'est passé. Il avait un vieux bootleg de Rocky qui traînait, et hop, allez, vas-y, ni vu ni connu. Et même le générique, il est un peu plan-plan, quoi. Je me rappelle même plus, j'ai pas vu depuis longtemps. Ah, mais tu sais qui a fait le. Il y a un générique alternatif qui n'a pas été retenu. Ouais. Et c'est quelqu'un qui le chantait dont tu es amoureux. Quelqu'un qui chantait dont j'étais amoureux. Non. C'est Blondie. Blondie, For Your Eyes Only. Ah ouais, For Your Eyes Only. Et d'ailleurs, je crois qu'il a été édité tel quel sur son album. Ah oui, c'est vrai. Et bah, si tu le réécoutes aujourd'hui, rajoute quelques trompettes pour faire un peu plus. Ouais, un peu plus générique de film. Un peu plus John Barry, et ça y est, c'est vraiment un générique de John Barry. Oui, évidemment que j'étais amoureux de Debbie Harry, forcément. Forcément. Bon, qui ne l'était pas, Daniel, qui n'était pas. Moi, j'étais pas au fait de Blondie, moi. Ah ouais, c'était pas forcément ton univers. C'est venu plus tard, quoi. Ouais, parce qu'il faut bien rappeler que Blondie, c'est le nom du groupe, hein, pas de la chanteuse. Hein, quand même. Oui, c'est Debbie Harry. C'est Debbie Harry. Et puis, il y a une scène assez connue dans ce film. Je crois que c'est celle où Roger Moore, il pousse la bagnole. Tu vois, tu te souviens avec le méchant, et le méchant il le supplie. Oui. Et lui, il pousse la bagnole et c'est resté dans les mémoires. Et je pense que c'est la scène la plus violente que Roger Moore ait jamais eu à faire. Oui. Parce qu'en plus, il voulait pas la faire. Il voulait pas la faire parce que Roger Moore, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était c'était le James Bond gentleman en fait. C'est un acteur qui a refusé de frapper des femmes lors des tournages quand on lui a demandé de le faire. On lui a demandé une fois, il a dit. Et voilà. Plus jamais ça. C'était vraiment, lui, il avait vraiment une approche de gentleman en fait. Contrairement à. Il voulait changer le personnage. Oui, changer le personnage. Contrairement à Sean Connery qui est très viril, très années 60, il faut bien le dire. Ça fait partie du personnage. Enfin, je veux dire, moi je l'aime pour ça, mais c'est vrai que quand tu regardes Sean Connery, c'est un type affreusement misogyne, régressif et affreusement brutal. Hein, et Roger Moore, c'était pas ça du tout l'idée, quoi. C'est aussi pour ça d'ailleurs que les Roger Moore sont un peu plus what the fuck et un peu plus. C'est un peu plus suave, j'ai envie de dire. Et un peu plus décalé parce que justement Roger Moore ne voulait pas, lui, il voulait un James Bond gentleman, quoi. Ça veut pas. Alors, on n'a pas dit aussi que ceux de Roger Moore n'étaient pas problématiques. Oui, bien sûr, c'est pas ce qu'on a dit, mais l'approche. Un blanc dans Vivre ou laisser mourir, il couche avec une fille et on lui dit non, il ne faut pas coucher avec la fille, il couche quand même avec. Bien sûr, c'est pas que c'est pas problématique, mais disons que voilà, l'approche du personnage tel que le voulait Roger Moore et tel que, mine de rien, ça ressort, surtout en comparaison avec ce qu'il faisait avant, elle était celle-là, quoi. Et ouais, donc du coup, cette scène vraiment détonne par rapport à ce qu'il fait. Et d'ailleurs, je pense qu'elle donne complètement tout le ton du film. D'ailleurs, si tu montres qu'une seule scène du film, c'est celle-là. Parce qu'en plus, t'es en Grèce, sur la belle paroi rocheuse et tout, c'est super. Ce film est tellement beau, pas forcément pour la photo, mais vraiment pour l'exploitation des décors. Ouais, les décors, quoi. C'est la Méditerranée dans toute sa splendeur, quoi. C'est la Méditerranée de carte postale, voilà, tel que. Ouais, non, mais c'est quoi? C'est la Grèce, c'est l'Espagne. Ouais, tout à fait. Bon, où est-ce qu'on va le mettre? Où est-ce qu'on va mettre rien que pour vos yeux. Pouf. Bon, déjà, pour moi, il va quand même au-dessus de A View to Kill. A View for a Kill, pardon. Putain, je me confonds dans tous mes. Alors, je suis d'accord, mais View for a Kill est particulier pour moi parce que j'adore ce film. Mais j'adore Superman 3, tu vois. Oui, voilà. On a tous nos problèmes, Daniel. Écoute, je le mettrai en dessous de Top Gun quand même. Top Gun, il est où? 75.
anciennement 69. Oh, putain, ça descend. Parce que c'est vrai que, mine de rien, il est un peu chiant quand même. Ouais, c'est le problème, c'est qu'il... c'est vraiment... enlever... C'est un peu Et chiant, plus, ça vieillit... Et elle, enfin, elle est posée là, quoi. Elle est vraiment... Ah oui, bah c'est... Oui. Je connais plein de gens qui sont complètement amoureux de Carole Bouquet 1981, Mais là, vraiment, tu sens que elle te fait comprendre qu'elle a pas tellement envie d'être là, quoi. Enfin, vraiment, il y a ce côté... Je le mettrais entre Batman et Flash. On va séparer les deux. Parfait. Ça me Et va. attention, pour ceux qui prennent le podcast en route, ce n'est pas Flash, la série télé. Non, ça n'a rien à voir. Rien que pour vos yeux. Eh bien, c'est super. On va remercier JB Deluxe. Merci JB Deluxe pour ta liste. Et on remercie tous les gens qui nous ont envoyé des listes, parce que c'est fini. On est bon. Là, on a fait un bon gros épisode de début de saison. Après, rassurez-vous, ils vont baisser en durée. Je pense pas que ça va les rassurer, Daniel. Je vais définitivement leur donner ton adresse. Hein. Tu vas te retrouver avec des têtes de pigeons morts devant ta porte, des trucs comme ça, des trucs horribles. Quoi, tu m'en veux encore pour le pigeon mort que j'ai graffé sur ta porte? Putain, t'es dégueulasse. Je suis sûr que tu as eu de petites recos. Oui, double recommandation. C'est jeux vidéo, donc c'est recommandation jeux vidéo cette fois-ci. Donc la première, en rapport avec ce que tu disais, c'est Wolfenstein 2 The New Colossus, qui est un sorti. jeu de taper des nazis. Un jeu où littéralement tu tues des milliers de nazis. Genre, j'ai rarement vu un tel massacre de nazis à cette échelle. Je l'ai testé pour Gamecult et donc c'est pour ça que j'ai pu mettre la main dessus. J'y ai joué intensément. Et, tu l'as sur PS4? Ah bah non, monsieur, moi, je joue sur PC, moi. Merde. Moi, je le voulais sur PC. Ah non, désolé, moi je l'ai sur PC. Et autant j'avais des réserves. On paye nos jeux. Voilà. Autant j'avais des réserves sur le précédent The New Order qui était bien mais pas top. Autant là, c'est les mecs ils ont repris la formule et ils ont pris le potard du Nawak et ils l'ont poussé au maximum quoi. Vraiment ça en devient presque absurde. Mais c'est tellement jouissif quoi. Vraiment c'est hyper intense, les bastons sont méga violentes et puis surtout il y a tout un degré de subversion qui malgré tout est assez présent en fait. Voilà, t'as des séquences à un moment donné, tu te balades dans une petite ruelle américaine et tu vois une discussion entre des membres du Ku Klux Klan et des nazis. Et en fait, tu vois les membres du Ku Klux Klan qui sont tout miel avec les nazis, qui essaient d'apprendre à parler l'allemand et qui se disent oh, je vais m'améliorer, s'il vous plaît, laissez-moi m'entraîner à parler allemand, machin. Enfin, vraiment, t'as un côté, assez subversif comme ça, surtout quand tu le remets en parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Pareil, t'as tout un arc narratif autour d'un père profondément américain mais profondément raciste et antisémite. Donc voilà, ils remettent les choses un peu en contexte, tout en n'oubliant pas que globalement l'idée c'est de massacrer des nazis à l'appel, et à ce niveau-là c'est l'orgie quoi. Bah écoute, ça a l'air pas mal. Ouais, et en plus il est assez long. Enfin, il y a des trucs, il y a des choix qui sont vraiment chouettes. Il y a vraiment des séquences très réussies. Donc, si vous aimez tuer les nazis, comme n'importe quelle personne normalement constituée, voilà, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Et l'autre jeu, c'est rien à voir. Mais alors, rien. C'est aussi sur PC. Ça s'appelle Opus Magnum. Et Opus Magnum, comment te décrire ça? C'est un jeu où tu incarnes un alchimiste, en fait, et tu dois mettre au point des formules pour créer des, voilà, tu dois transformer le plomb en or à un moment donné, tu dois créer des formules de jeunesse, voilà. C'est un peu un prétexte. Et toute l'idée du jeu, c'est un jeu où tu dois toute l'idée c'est que tu fabriques pas les formules à la main, mais tu les fabriques à travers une machine qui a des pistons et des vérins, et tu dois fabriquer les machines. C'est-à-dire que tu dois mettre les réactifs de ta formule d'un côté, les pistons de l'autre côté, et tu dois programmer tes différents pistons pour que ils fassent la formule avec le meilleur rendement possible. Et donc, dit comme ça a l'air bizarre, mais l'idée, c'est un espèce de casse-tête où tu dois placer des éléments, les faire interagir entre eux, choisir dans quel ordre ils vont faire telle action, etc., pour obtenir à la fin un meilleur score. Et ça paye pas de mine, mais c'est vraiment un jeu qui te retourne le cerveau, c'est super bien foutu. C'est vachement prenant, t'as un milliard de possibilités, c'est-à-dire que ce qu'il y a de bien, c'est que t'as pas la bonne solution, tu vois ce que je veux dire? C'est un jeu, il dit voilà, la formule, moi à la fin je veux que j'ai ça, t'as ça au départ,
Maintenant, à toi de faire librement. Et donc, tu peux faire des trucs complètement merdiques ou complètement loufoques aussi. T'auras pas un bon score, mais t'arrives quand même à les faire. Et après, du coup, tu peux re-rentrer dedans pour les remodifier, pour améliorer ton score. Et à chaque fois, c'est kiffant de voir, ah, tiens, en mettant tel mécanisme avec tel autre, ça fait tel effet, ça c'est plus rapide, machin. Voilà, t'as vraiment un côté. Tu rentres à la fois dedans, c'est pas punitif, mais en même temps, t'es encouragé à vraiment te creuser les méninges pour trouver le meilleur mécanisme. Et c'est hyper addictif. Vraiment, c'est hyper addictif. C'est un super casse-tête que je vous recommande aussi. Ah bah ça me donne envie ton truc. Ah ouais, Est-ce que c'est sorti sur Mac? Je sais pas. Oui, je crois que c'est sorti sur Mac et la curiosité c'est que c'est pas sorti sur iPad alors que je pense que c'est vraiment le type de jeu qui pourrait s'adapter sur iPad. Alors peut-être que c'est prévu, j'ai pas bien suivi l'actu, mais c'est sorti sur PC et je crois bien sur Mac aussi. Ah bah écoute, je vais checker ça. Je vais recommander pour ma part un podcast et un podcast tenu par une actrice, en plus que tu connais, puisque c'est Anna Faris. Ah bah oui, forcément, oui. Anna Faris, donc Scary Movie. Et en fait, j'ai découvert qu'elle avait un podcast parce qu'elle faisait la tournée des networks et des late shows, en fait, pour présenter son bouquin qui est adapté de son podcast. Donc voilà, j'ai connu par l'autre biais, l'autre porte. Et son bouquin qui s'appelle Unqualified, je crois. Son podcast est consacré à donner des conseils pour ta vie sentimentale alors qu'elle n'est pas du tout qualifiée pour faire ça. Bah, surtout que, en plus, elle est avec Chris Pratt, si je me souviens bien. Mais... Non, elle est plus avec Chris Pratt. Ah oui, c'est ça, elle est plus. En plus, tout le paradoxe, c'est de sortir un bouquin là-dessus alors que, justement, ils viennent de rompre. Et alors, moi, j'ai un mini crush sur Anna Faris. Je trouve qu'elle est vraiment drôle. Clairement, elle est passée à côté de sa carrière pour l'instant, hein, c'est pas fini. Mais elle aurait pu être vraiment une bien plus grande actrice, je pense, si elle n'était pas... Peut-être pas... Je sais pas ce qui s'est passé, en fait. Bah, je pense qu'elle a été vite cataloguée, en fait, hein, surtout. Ouais. Alors qu'elle est vraiment... Elle est witty, elle est marrante. C'est le genre de nana avec qui t'as envie de boire une bière, même si tu ne bois pas de bière. Si, je bois de la bière, moi je bois que ça. C'est le vin que je ne bois pas. Moi pas. Et... Enfin, je bois pas de bière. Et ouais, non, franchement, elle a un côté super cool. Et du coup, c'est assez intéressant, en fait, de l'entendre parler. Et évidemment, comme c'est les États-Unis... Sa galerie d'invités, elle est vraiment super là. Enfin, genre j'ai écouté. Alors que nous on a que Benjamin François comme invité, tu vois. Donc ou au mieux Stéphane Boulet, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas non plus l'extase, quoi. Non, mais genre elle avait Elisabeth Olsen. Il y avait un épisode consacré à ce qui se passe à Hollywood en ce moment parce qu'elle a évidemment des trucs à dire. Tu peux t'imaginer. Oui, forcément, j'imagine. Il y avait Eva Longoria, mais il y avait aussi il y avait RuPaul, il y avait Terry Crews, tu vois. Enfin, il y avait Terry Crews, putain, mais. Sharon Stone, tu connais? Non, jamais entendu parler. Et il y avait même un épisode sur Stanley, voilà. Donc je t'ai écouté l'épisode sur Stanley. Donc voilà, elle me fait genre un petit passement au cœur à chaque fois que je la vois. Je la trouve complètement adorable. Elle est vraiment choupie et j'adore sa manière de parler vraiment avec légèreté et facilité. Voilà, donc c'est Anna Faris is unqualified. On devrait le prendre pour nous aussi, parce qu'on n'est pas qualifié pour faire tout ce qu'on fait là. Ah ben non, aucune qualification. Donc, on est juste passionnés, c'est vraiment ça. On est juste là, voilà. On n'est pas des experts, on est juste des passionnés. Bah écoute, je crois qu'on est bon pour aujourd'hui. Eh ben écoute, je crois qu'on a été très bon, Daniel. Ah oui, tu nous mets combien là? Tu mets 10 sur 10. Ah, moi je nous mets 11 sur 10. Ah, c'est super. 11 sur 10. 11 sur 10. Faut moins ça. Cool. En toute objectivité, évidemment, hein, parce que... On vous remercie de votre fidélité, on vous remercie de nous suivre pendant les années 80. On sait qu'il y en a qui venaient juste de naître dans les années 80. Nous, on est un chouïa plus vieux. Ah non, toi, t'es... Non, moi, je suis né dans les années 80. T'es né en quelle année? 82. L'année de The Thing de Blade Runner. Une année à chier. Voilà, c'est ça. une année top 10. Ah, excuse-moi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On vous remercie de votre fidélité, ça nous touche beaucoup. Continuez de nous suivre, de vous abonner sur vos applis de podcast. Et il y a un truc que j'ai pas fait. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Gamecult, blablabla, sur Twitter, GK Plugin Baby. Voilà, c'est tout. Bah After Eight, parle à mon Luc. After Eight aussi, parle à mon Luc. Voilà, et parle à mon Luc bientôt. Exactement. Voilà, moi pareillement. GK bientôt aussi, After Eight et compagnie. Et j'ai présenté pour la première fois Nos Ciné. Ça fait très bizarre de présenter et de pas dire mon avis. De juste faire le host. Parfois tu fais des punchlines, mais c'est assez limité. Mais voilà, j'ai fait 2 épisodes de Nos Ciné. Et donc vous pouvez retrouver le Super Ciné Battle sur le site officiel. Sur YouTube même, vous pouvez même le retrouver. Il y a un bot, je voulais en parler, il y a un bot qui était mis au point par un... Ah oui, sur Twitter, oui, tout à fait. Sur Twitter, attends que je retrouve son nom.
c'est un bot qui a été mis au point qui s'appelle Kizabot. Kizabot avec un KI écrit avec K1. Et parfois on le retweet quand on voit attends, mais il met en lumière les films qui sont diffusés le soir à la télé. Voilà, les films dont qu'on on a classe. parlé. Voilà, les films qu'on classe, lui, vous dit ce soir tel film-là qui a tel classement, il est diffusé. Par exemple, l'autre soir, il y avait The Mask, numéro 60 sur 111 des années 90. Hop, voilà, c'est le moment d'aller le regarder si vous voulez voir. Ouais, c'est chouette comme initiative, hein. C'est rigolo. C'est pas mal, ouais. Donc, quand on verra. Le truc, c'est qu'il faut surveiller Twitter tout le temps. Hein, du coup, s'il peut faire ça le soir, Et donc, on le remercie. C'est une bonne idée de bot. C'est mieux que les bots de spam, je te dirais. Oui, c'est ça. Oui, c'est un bon bot. Voilà. Voilà, exactement. Vous pouvez retrouver la master list sur le site officiel. Quand je l'ai mis, parce que j'ai complètement oublié de mettre la fin des années 2000, je suis désolé, mais je vais la mettre d'ici à ce que vous écoutez, elle sera mise, rassurez-vous. Et je crois qu'on a tout dit. Je crois qu'on a tout dit, c'est pour cette fois-ci. On a tout dit, we're good. On est toujours bon, Daniel. Voilà, super. Merci de nous suivre et on vous embrasse très 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 fort et on vous dit à bientôt. À bientôt, ciao. Est-ce que tu savais que Tarkovsky, justement, il a failli avoir la Palme d'Or là, pour son film, là, Nostalgie, enfin il était un concourant. Et l'Union soviétique, ils ont fait non. Ah ouais, putain. Ouais. Ça se passe comme ça en Union soviétique. Exactement, ouais. Ma famille, ils connaissaient beaucoup d'artistes, quoi, et c'était toujours pareil, quoi. C'était l'argent, l'État leur prend l'argent. Et même les sportifs, genre Chesnokov était pauvre, quoi. Ah bah ouais. Kalachnikov aussi, il est mort pauvre. Hein. Ah bah oui, putain, alors qu'il a fait quand même un best-seller. Quoi. Ah bah alors que lui, ouais, dans la catégorie best-seller, voilà, c'est... Best-seller, et puis surtout, il a fait rayonner le pays, hein. Je veux dire, tout le monde connaît la Russie grâce à lui, quoi. Ouais, ah bah c'est pas Alexandre Jardin, ça, Ah putain, non, pitié. Tu sais que j'ai peur que quand je me retourne, il soit derrière moi. Ah ouais? Ah ouais. J'ose plus parler à ma femme, du coup. Merde, Alexandre Jardin. Alors, il faut que je te dise... Oui, c'est vrai. Lisez mon livre. La tourette du livre. Ah, il y a un truc assez incroyable. Pendant l'enregistrement, Pouillot m'envoie un message et il me dit « Rof, 5 ans ferme ». Pourquoi? Bah, tu sais, il avait braqué une boutique... Ah non, je savais pas. Le rough game, je suis pas trop au fait. Hein. T'es pas très au rap? Condamné pour 5 ans pour violence dans une boutique de vêtements. Putain, incroyable. Putain, comme quoi tu peux être vraiment un abruti fini quand même. Hein. Ah bah bien sûr, bah ça a jamais rien empêché, je pense que ça n'empêchera jamais rien. Tu peux même devenir président des États-Unis si tu veux en être un abruti fini. Hein. Ouais, bien sûr.